Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. Poirot, dis-je, un changement d'air vous ferait du bien. Vous croyez, mon ami? J'en suis sûr. Tiens, vous avez donc déjà tiré vos plans. Viendrez-vous? Où avez-vous l'intention de m'emmener? À Brighton. Un de mes amis cambistes vient de me faire réaliser une assez fructueuse opération et j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres, comme on dit. Je pense qu'un week-end au Métropole nous ferait le plus grand bien du monde. Merci, j'accepte avec reconnaissance. C'est faire preuve de bon cœur que de penser à un vieil ami comme moi. Et après tout, un cœur généreux vaut bien tout un tas de petites cellules grises. Si, moi-même qui vous parle, je serais parfois enclin à l'oublier. Je ne goûtais guère cette remarque. Poirot a tendance à sous-estimer mes facultés mentales, mais son plaisir était si manifeste que je dissimulai mon léger agacement. Et c'est ainsi que le samedi soir, nous vîmes souper au Métropole au sein d'une joyeuse affluence. Tout le monde et sa femme semblaient avoir envahi Brighton. Les robes étaient sublimes et les bijoux, souvent portés avec plus de propension à l'esbrouffe que de bon goût, avaient de quoi couper le souffle. « Quel spectacle !» murmura Poirot. « Ne croirait-on pas au paradis des nouveaux riches, mon bon Hastings ?» « C'est censé l'être, répliquai-je. La vue de tant de joyaux m'incitait presque à regretter de n'avoir point consacré mon cerveau au crime plutôt qu'à sa détection. Quelle occasion pour un voleur chevronné! Voyez un peu Hastings, cette énorme matrone là-bas, près de la colonne. Son décolleté est aussi pavé de pierreries que certains enfers le sont, paraît-il, de bonnes intentions. Je suivis son regard. « Mais c'est Madame Opelsen, m'exclamai-je. Vous la connaissez? Vaguement, son mari est un boursicoteur qui a fait fortune lors des derniers booms pétroliers. Après souper, nous croisâmes les Opelsen dans le hall et je leur présentai Poirot. Nous bavardâmes et décidâmes bientôt de prendre le café ensemble. Poirot prononça quelques remarques élogieuses à propos des pierres, les plus coûteuses éparpillées sur la poitrine généreuse de la dame, qui s'épanouit aussitôt. C'est mon vice, monsieur Poirot. J'idolâtre les bijoux. Ed connaît mes faiblesses, et chaque fois que la bourse monte, il m'offre une nouvelle parure. Vous intéressez-vous aux pierres précieuses? J'ai eu beaucoup à faire à elles au cours de ma carrière, madame, et mes enquêtes m'ont amené à contempler quelques-uns des plus beaux bijoux du monde. Il se mit alors à narrer, usant de pseudonymes, les mésaventures des bijoux historiques d'une famille royale, et madame Opelsen l'écouta haletante. « On jurerait un roman !» s'exclama-t-elle à la fin. « Vous savez, je possède des perles qui, elles aussi, ont une histoire. Mon collier est probablement le plus beau du monde, tant les perles en sont merveilleusement assorties, et d'un orient parfait. Il faut absolument que je monte vous le chercher. Je brûle de vous montrer un tel trésor. » L'imposante personne tangua et roula vers l'ascenseur tel un galion, par vent debout. Son mari, qui m'avait parlé jusque-là, lança à Poirot un regard interrogateur. « Madame, votre épouse tient à me faire admirer son collier de perles, » expliqua ce dernier. « Ah, ces perles !» s'exclama M. Opelsen, avec un sourire satisfait. « C'est vrai qu'elles valent la peine d'être vues. Il faut dire qu'elles n'étaient pas données. Mais je n'ai pas fait là un mauvais placement. Je pourrais à tout moment récupérer ma mise, sinon plus. Pas impossible d'ailleurs que je sois amené à m'y résoudre un de ces jours, si le marasme persiste. Tous les indices sont à la baisse, et ces absurdes impôts sur les plus-values ne vont pas arranger la situation. » Continuant à discourir, il se lança dans des considérations techniques où je ne tardai pas à perdre pied. Son flot d'éloquence fut interrompu par un groom qui vint lui chuchoter quelques mots à l'oreille. « Quoi? Je monte tout de suite. Elle n'a pas eu un malaise au moins. Veuillez m'excuser, messieurs. » Il nous quitta brusquement. Poirot se carra dans son fauteuil et alluma une de ses minuscules cigarettes. Puis, avec un soin maniaque, il rangea les tasses à café vides en un alignement impeccable et leur sourit d'un air béat. 10 minutes s'écoulèrent. Les Opelsen ne nous avaient toujours pas rejoints.
C'est bizarre, remarquai-je au bout d'un moment. Je me demande s'ils vont redescendre. Poirot s'abîma dans la contemplation de la spirale de fumée qui s'élevait de sa cigarette et déclara: « Ils ne redescendront pas. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que, mon ami, il se passe des choses. »« Quel genre de choses ? D'abord, comment le savez-vous ?» m'étonnai-je. Il y a quelques instants, le directeur est sorti en trombe de son bureau pour se précipiter dans l'escalier. Il semblait fort agité. Secondo, le liftier est en grande conversation avec un des grooms. La sonnerie d'appel a retenti 3 fois, mais il s'en soucie comme d'une guinée. Tertio, même les garçons sont distraits. Et pour qu'un garçon soit distrait, l'affaire doit être vraiment de première grandeur. Ah, c'est bien ce que je pensais. Voici la police. 2 hommes venaient d'entrer dans le hall, l'un en uniforme, l'autre en civil. Ils s'adressèrent à un groom qui les pilota immédiatement vers l'escalier. Quelques instants plus tard, le même groom redescendit et vint vers nous. « Monsieur Oppelsen vous fait demander si vous voudriez bien monter, messieurs. » Poirot bondit sur ses pieds. On eût dit qu'il attendait l'invitation. Je lui emboîtai le pas avec un égal empressement. Les appartements des Oppelsen étaient situés au premier étage. Après avoir frappé, le groom s'éclipsa et nous obéîmes à l'injonction d'entrer. Un étrange tableau s'offrit alors à nos regards. Nous nous trouvions dans la chambre à coucher de madame Oppelsen, au beau milieu de laquelle, effondrée dans un fauteuil, la brave femme pleurait à gros sanglots. Ses larmes ravinant la couche de maquillage, dont son visage était littéralement enduit, présentaient un spectacle saisissant. Monsieur Oppelsen marchait de long en large, d'un air furibond. Les policiers se tenaient au milieu de la pièce, l'un d'eux incarné à la main. Une femme de chambre de l'hôtel, qui avait l'air morte de peur, se tenait près de la cheminée. Et l'autre bout de la pièce, une Française se tenait, manifestement la bonne de madame Oppelsen, se tordait les mains dans une manifestation de désespoir qui rivalisait avec celui de sa maîtresse. Poirot, impeccable et souriant, n'eût pas plutôt pris pied dans ce pandémonium que madame Oppelsen, bondissant de son fauteuil avec une vigueur étonnante chez une personne de sa corpulence, se précipita vers lui. « Enfin, vous voici. Ed peut dire ce qu'il veut, mais moi, je crois à la chance. Il était écrit que j'allais vous rencontrer ce soir, et je suis persuadé que si vous ne parvenez pas à me retrouver mes perles, personne n'y parviendra jamais. »« Calmez-vous, je vous en supplie, madame, » lui dit Poirot en lui tapotant la main. « Et rassurez-vous, tout ira bien. Hercule Poirot va vous venir en aide. » Monsieur Oppelsen se tourna vers l'inspecteur. « Vous ne voyez pas d'objection à ce que je fasse appel à monsieur Poirot, j'imagine. »« Pas la moindre, monsieur, » répondit ce dernier avec la plus grande courtoisie, mais aussi la plus parfaite indifférence. « D'ailleurs, maintenant que votre épouse se sent mieux, peut-être consentira-t-elle à nous exposer les faits. » Madame Oppelsen jeta à Poirot un regard de noyé. Il la reconduisit à son fauteuil. « Asseyez-vous, madame, et racontez-nous toute l'histoire avec le maximum de sang-froid. » Ainsi adjurée, madame Oppelsen ravala ses larmes. « Je suis montée après souper chercher mes perles pour vous les montrer. La femme de chambre et Célestine étaient toutes les deux ici comme d'habitude et... Pardonnez-moi, madame, mais qu'entendez-vous par comme d'habitude ? J'ai fixé pour règle, expliqua M. Oppelsen, que personne ne peut pénétrer dans cette pièce sans que Célestine, notre bonne, n'y soit aussi. La femme de l'hôtel de chambre fait le ménage le matin en présence de Célestine et revient rouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas les pieds ici. Comme je le disais, poursuivit madame Oppelsen, je suis montée, j'ai ouvert ce tiroir, elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse, j'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. Tout semblait normal, mais les perles n'étaient pas là. Quand les aviez-vous vues pour la dernière fois, s'enquit l'inspecteur qui n'avait cessé de prendre des notes. Elles étaient là quand je suis descendu dîner. En êtes-vous sûr? Certaine. J'hésitais pour savoir si j'allais les porter ou non. Et en fin de compte, j'ai opté pour les émeraudes et je les ai mises dans le coffret à bijoux. Qui a fermé le coffret à bijoux?
Moi, j'emporte la clé à une chaîne autour de mon cou. Elle la tendit à l'inspecteur qui l'examina et haussa les épaules. Le voleur devait en posséder un double, ce n'est pas difficile. La serrure est d'un modèle très simple. Qu'avez-vous fait après avoir fermé le coffret? Je l'ai remis dans le tiroir de ma coiffeuse, le tiroir de droite, où je le range toujours. Vous n'avez pas fermé le tiroir à clé? Non, je ne le fais jamais, ma bonne ne quitte pas la chambre jusqu'à mon retour. C'est donc inutile. L'inspecteur blêmit. Dois-je comprendre que les bijoux étaient là quand vous êtes descendu dîner et que depuis lors, votre bonne n'a pas quitté la chambre? Brusquement, comme si l'horreur de sa situation lui apparaissait soudain, Célestine poussa un cri, perçant, et se précipitant sur Poirot, déversa un torrent de phrases incohérentes, et en français. Qu'on pût la soupçonner, elle, d'avoir volé madame, l'hypothèse était ignominieuse. Certes, la police britannique était connue pour son incommensurable stupidité, mais monsieur, qui était français... Belge, corrigea Poirot, mais Célestine ne tint aucun compte de l'interruption. Monsieur ne resterait pas là à la laisser injustement accusée alors que cette abominable femme de chambre s'en tirerait indemne. Elle ne l'avait jamais aimée, cette espèce d'effrontée, une voleuse née. Elle l'avait dit et répété depuis le début que ce n'était pas une fille honnête, et elle ne l'avait jamais quittée de l'œil quand elle venait faire la chambre de madame. Que ces imbéciles de policiers la fouillent, et tout le monde serait bien surpris s'ils ne trouvaient pas sur elle les bijoux de madame. Bien que cette harangue fût débitée dans un français aussi rapide que virulent, Célestine l'avait ponctuée d'une telle profusion de gestes dépourvus d'équivoque que la femme de chambre saisit une bonne part de sa signification. Elle devint rouge de fureur. Si cette sale étrangère raconte que j'ai pris les perles, c'est une menteuse, s'emporta-t-elle. Je ne les ai jamais vues. Fouillez-la, hurla l'autre. Vous verrez bien que j'ai raison. Vous êtes une menteuse, vous m'entendez? Vociféra la femme de chambre en se précipitant vers son ennemi. Vous les avez volées vous-même, et vous voulez qu'on m'accuse à votre place. Bon sang, je n'ai guère passé plus de 3 minutes dans cette chambre avant que madame ne remonte, et vous n'avez pas bougé d'ici pendant ces 3 minutes, comme le chat qui guette la souris. L'inspecteur se tourna vers Célestine. Est-ce exact? Vous n'avez pas quitté la chambre? Je ne l'ai effectivement pas laissée seule, admit Célestine à contre-cœur. Mais je suis allée 2 fois dans ma propre chambre en passant par cette porte-là. Une fois pour chercher une bobine de coton, l'autre mes ciseaux. C'est pendant ce temps-là qu'elle a dû faire le coup. Vous ne vous êtes pas absentée 1 minute, protesta la femme de chambre. Vous n'avez fait qu'entrer sortir. Je serais bien contente que la police me fouille, je n'ai rien à cacher, moi. Un coup venait d'être frappé à la porte. L'inspecteur alla ouvrir et son visage s'éclaira. Ah, voilà qui tombe bien. J'avais demandé qu'on nous envoie l'une de nos auxiliaires, et c'est justement elle qui arrive. Puisque vous n'y voyez pas d'inconvénient, peut-être pourriez-vous passer tout de suite avec elle dans la chambre voisine. Il s'était adressé à la femme de chambre qui franchit le seuil avec un mouvement dédaigneux de la tête, suivi de près par l'auxiliaire de la police. La Française, secouée de sanglots, s'était effondrée dans un fauteuil. Poirot, quant à lui, examinait la chambre attentivement. « Où mène cette porte ?» demanda-t-il en indiquant celle qui se trouvait à gauche de la fenêtre. « À l'appartement voisin, sans doute, » répondit l'inspecteur. « Quoi qu'il en soit, de ce côté-ci, le verrou est mis. » Poirot essaya en vain de pousser le bâton, et tira le verrou et renouvela sa tentative toujours en vain. De l'autre côté aussi, remarqua-t-il. Voilà qui règle la question. Il passa en revue les fenêtres. Rien non plus ici. Pas même un balcon. Y en aurait-il un, s'énerva l'inspecteur. Je ne vois pas en quoi cela nous aiderait, puisque la bonne ne quittait jamais la chambre. Évidemment, admit Poirot sans se laisser démonter. Quand mademoiselle affirme qu'elle n'a pas... Il fut interrompu par le retour de la femme de chambre et de l'auxiliaire. Rien, déclara laconiquement cette dernière. J'espère bien, dit vertueusement la femme de chambre. Cette diablesse de Française devrait avoir honte de vouloir ternir la réputation d'une honnête fille. Voyons, mon petit.
C'est fini, lui dit l'inspecteur en ouvrant la porte. Personne ne vous soupçonne. Vous pouvez retourner à votre travail. La femme de chambre sortit de mauvaise grâce. Et elle, vous n'allez pas la fouiller? Lança-t-elle en désignant Célestine d'un menton vengeur. Bien sûr que si, dit-il en repoussant la porte qu'il ferma à clé. Célestine accompagna à son tour l'auxiliaire dans la petite chambre voisine. Elle revint quelques instants plus tard. On n'avait rien trouvé sur elle. Le visage de l'inspecteur s'assombrit. « Je suis quand même obligé de vous demander de me suivre, mademoiselle. » Il se tourna vers madame Oppelsen. « La vraie madame. Mais tout la désigne. Si elle n'a pas le collier sur elle, c'est qu'il est caché quelque part dans cette chambre. » Célestine poussa un cri déchirant et s'accrocha au bras de Poirot. Ce dernier lui glissa quelques mots à l'oreille. Elle le regarda d'un air dubitatif. « Si, mon enfant, je vous assure qu'il vaut mieux ne pas résister. » Il s'adressa à l'inspecteur. « Me permettez-vous une expérience, cher monsieur, pour mon édification personnelle? »« Cela dépend de quoi il s'agit, répondit prudemment l'inspecteur. Poirot revint à Célestine. « Vous nous avez dit être allé chercher une bobine de coton dans votre chambre. Où est-elle maintenant? »« Sur la commode, monsieur. »« Et vos ciseaux? »« Eux aussi. »« Cela ne vous ennuierait-il pas, mademoiselle, de répéter ces deux actions? Vous étiez installée ici, avec votre ouvrage, dites-vous. » Célestine s'assit, puis, sur un signe de Poirot, se leva, passa dans la chambre contiguë, prit un objet sur la commode et revint. Poirot partagea son attention entre les mouvements de la bonne et le cadran bombé d'un gros oignon qu'il tenait au creux de sa paume. « Recommencez, je vous prie, mademoiselle. » À l'issue de la seconde exécution, il prit quelques notes et remit sa montre dans son gousset. « Merci, mademoiselle, et merci à vous aussi, cher monsieur, pour votre courtoisie, dit-il avec une courbette à l'adresse de l'inspecteur. Ce dernier semblait se divertir fort de ce déploiement de politesse. Quant à Célestine, elle s'éloigna dans un flot de larmes, escortée par l'auxiliaire et le policier en civil. Après de brèves excuses à l'adresse de madame Oppelsen, l'inspecteur entreprit alors la mise à sac de la chambre. Il ouvrit les tiroirs, vida la penderie, défit le lit et ausculta le parquet. « Vous pensez vraiment que vous allez trouver les perles ici ?» demanda M. Oppelsen, sceptique. « Bien sûr, monsieur, cela tombe sous le sens. Elle n'a pas eu le temps de les sortir de la chambre. Le fait que madame Oppelsen ait si vite découvert le vol a bouleversé ses plans. Elles sont ici, dans l'ombre, sans doute. Une des femmes les a cachées ici, et il est fort probable que la femme de chambre l'ait fait. »« Plus qu'improbable, impossible, décréta Poirot. »« Hein ?» fit l'inspecteur en écarquillant les yeux. Poirot sourit modeste. « Je vais vous en faire la démonstration. Hastings, mon bel ami, veuillez tenir ma montre. Avec soin, je vous prie. C'est une réplique de famille. Je viens de chronométrer les mouvements de mademoiselle Célestine. Sa première absence a été de 12 secondes, la seconde de 15. Observez maintenant mes faits et gestes. Madame aura la gentillesse de me confier la clé du coffret à bijoux? Merci. Mon ami Hastings aura la gentillesse de me dire « Allez-y. » « Allez-y, dis-je. » Avec une rapidité presque incroyable, Poirot arracha le tiroir de la coiffeuse, empoigna le coffret à bijoux, enfonça la clé dans la serrure, ouvrit le coffret, choisit un collier, referma le coffret à clé et le replaça dans le tiroir qu'il repoussa. « Eh bien, mon ami, s'enquit-il à bout de souffle. « 46 secondes, répondis-je. Vous voyez bien, la femme de chambre n'aurait pas eu le temps de prendre le collier, encore moins de le cacher. »« Eh bien, voilà qui règle la question de cette fille, » se réjouit l'inspecteur qui retourna à ses recherches et passa dans la chambre de bonne. Le front plissé, Poirot réfléchissait. Soudain, il lança une question à M. Oppelsen. « Ce collier, il était sans nul doute assuré. » M. Oppelsen parut quelque peu désarçonné. « Oui, hésita-t-il, oui, bien sûr. »« Mais qu'est-ce que cela peut bien faire ?» coupa Mme Oppelsen en pleurant. « C'est mon collier que je veux. Il était unique. Aucune somme ne pourrait le remplacer. »« Je comprends, madame, dit Poirot avec douceur. Je comprends et je compatis.
Chez les représentants du beau sexe, le sentiment prime tout. N'est-il pas vrai? Mais monsieur votre époux, dont la sensibilité n'est pas aussi aiguisée, y trouvera sans nul doute une légère consolation. Bien sûr, fit M. Opalsen, mal à l'aise néanmoins. Il fut interrompu par un cri de triomphe, et l'inspecteur revint dans la chambre, balançant un collier au bout de ses doigts. Avec un sanglot, Madame Opalsen s'arracha à son fauteuil. C'était une autre femme. « Oh, mon collier !» balbutia-t-elle, en le plaquant des deux mains contre sa poitrine. « Où était-il » demanda Opalsen. « Dans le lit de la bonne, entre les ressorts du sommier métallique. Elle doit l'avoir subtilisé et caché avant l'arrivée de la femme de chambre. »« Vous permettez, madame » murmura Poirot. Il prit le collier qu'il examina attentivement avant de le rendre avec un profond salut. « Je crains, madame, qu'il vous faille nous le confier pour quelque temps, dit l'inspecteur. Nous en aurons besoin pour l'accusation, mais il vous sera restitué aussitôt que possible. » Monsieur Opalsen se rembrunit. « Est-ce indispensable ?»« Elle la suit, monsieur, mais ce n'est qu'une formalité. »« Oh, laissez-le le garder, Ed, » s'écria sa femme. « Je me sentirai plus tranquille comme cela. Je ne pourrais pas fermer l'œil à l'idée que quelqu'un ose encore essayer de me le voler. Quel monstre, cette fille! Je n'aurais jamais cru ça d'elle, Allons, ma chère amie, calmez-vous. » Je sentis qu'on me tirait doucement par le bras. C'était Poirot. « Si nous nous éclipsions, mon ami, je crois que personne ici n'a plus besoin de nos services. » Et à mon intense surprise, il déclara: « J'aimerais assez jeter un coup d'œil à l'appartement voisin. » La porte n'étant pas fermée à clé, nous pénétrâmes dans une vaste chambre inoccupée. De longues couches de poussière s'étalaient partout, et mon délicat ami grimaça tandis qu'il promenait son doigt autour d'une marque rectangulaire sur la table placée près de la fenêtre. « Le service laissa désirer, » marmonna-t-il, tout en regardant machinalement par le carreau plongé qu'il était dans ses réflexions. « Eh bien, m'impatientai-je, que diable sommes-nous venus faire ici ?» Poirot sursauta. « Je vous demande pardon, mon bon ami, je souhaitais vérifier que le verrou était réellement mis de ce côté-ci aussi. »« Il est bel et bien mis, » dis-je en regardant la porte qui communiquait avec l'appartement que nous venions de quitter. Poirot hocha la tête, l'esprit ailleurs. Il semblait toujours réfléchir. « D'ailleurs, poursuivis-je, quelle importance, l'affaire est réglée. J'aurais souhaité que vous ayez une meilleure occasion de vous distinguer, mais c'était le genre de problème où même un parfait imbécile comme cet inspecteur ne pouvait se fourvoyer. Le problème n'est pas résolu, mon ami. Il ne le sera pas tant que nous n'aurons pas découvert qui a volé les perles. »« Mais c'est la bonne. Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille ?»« Mais bon sang, bégayai-je. On les a retrouvées dans son sommier. »« Taratata, dit Poirot. Ce n'étaient pas les vraies perles. »« Quoi ? Il s'agissait d'imitation, mon bon ami. » Cette déclaration me coupa le souffle. Poirot, quant à lui, souriait benoîtement. Notre brave inspecteur n'y connaît manifestement rien en bijoux. Mais tout ceci ne va pas tarder à faire un joli tapage. « Venez, m'écriai-je en lui empoignant le bras. Il faut tout de suite prévenir les Opalsen. Ce n'est pas mon avis. Mais cette pauvre femme, comme vous l'appelez, passera une bien meilleure nuit si elle croit son collier en lieu sûr. Mais le voleur peut s'enfuir avec. Comme d'habitude, mon bon, vous parlez sans réfléchir. Comment pouvez-vous être sûr que les perles si soigneusement enfermées ce soir par Madame Opalsen n'étaient pas les fausses, et que le véritable vol n'a pas eu lieu à une date antérieure? » Médusé, je demeurai sans voix. « Eh oui, s'épanouit Poirot, comme vous dites, mon bon. Nous recommençons tout. » Il me tira hors de la chambre, parut un instant réfléchir, puis se dirigea vers l'extrémité du corridor, et ne s'arrêta qu'à la porte du réduit, qui servait de lieu de ralliement aux valets et aux femmes de chambre de divers étages. Notre femme de chambre y recevait présentement sa cour, aux membres de laquelle elle contait ses mésaventures avec force détail. Elle s'interrompit au beau milieu d'une phrase et Poirot s'inclina
avec sa politesse accoutumée. « Mille pardons de vous déranger, mais je vous saurai infiniment gré de vouloir m'ouvrir la chambre de M. Opalsen. » La jeune femme ne se fit pas prier, et nous reprîmes à sa suite le corridor en sens inverse. L'appartement de M. Opalsen faisait face à celui de son épouse. La femme de chambre nous en ouvrit la porte avec son passe-partout. Nous entrâmes, et elle s'apprêtait à s'éclipser quand Poirot la retint. « Un instant, n'auriez-vous pas remarqué, parmi les affaires de M. Opalsen, une carte de ce type ?» Il lui tendit une carte de visite vierge, assez fortement glacée et d'aspect inhabituel. Elle la prit et l'examina attentivement. « Non, monsieur, je ne crois pas, mais de toute façon, le valet a plus à faire que moi avec les chambres des messieurs. »« Bien sûr, merci. » Poirot rempocha la carte. La femme prit congé. Mon ami parut alors réfléchir. Puis il secoua la tête. « Sonnez, je vous prie, Hastings. 3 coups pour le valet. » J'obéis, dévoré par la curiosité. Pendant ce temps, Poirot avait déversé la corbeille à papier sur le parquet et en inventorié rapidement le contenu. Le valet ne tarda pas à répondre à mon coup de sonnette. Poirot posa la même question et lui tendit la carte pour qu'il l'examinât, mais sa réponse fut identique. Il n'avait jamais vu de carte de cette qualité, un peu particulière parmi les affaires de M. Opalsen. Poirot le remercia et il se retira à regret, jetant un regard inquisiteur sur la corbeille à papier vidée de ses détritus qui jonchaient le sol. Rien n'aurait pu l'empêcher d'entendre la remarque de Poirot, tandis qu'il faisait une boule des papiers déchirés. Et le collier était fortement assuré. « Poirot !» m'écriai-je tout surpris. « Vous n'avez rien compris, mon bon ami, » répliqua Poirot. « Rien du tout, comme d'habitude. C'est incroyable, mais c'est comme ça. » Regagnons nos pénates. Nous parcourûmes les corridors en silence. Une fois dans notre chambre, j'eus la surprise de voir Poirot changer prestement de vêtements. « Je pars pour Londres, » m'expliqua-t-il. « C'est impératif. »« Quoi ?» ?»« Eh oui, le vrai travail, celui du cerveau, ces braves petites cellules grises, est accompli. Je vais chercher la confirmation de ma thèse. J'y arriverai. Il n'est pas né celui qui parviendra à abuser Hercule Poirot. Un de ces jours, vous finirez bien par tomber sur un bec, grinçai-je, exaspéré par sa vanité. Ne vous fâchez pas, je vous en conjure, mon bon. Je compte sur vous, sur votre amitié, pour me rendre un service. Mais bien sûr, m'empressai-je d'acquiescer, plutôt honteux de mon mouvement d'humeur. Qu'attendez-vous de moi? La manche du veston que je viens d'ôter, pouvez-vous la brosser? Voyez, mon bon, un peu de poudre blanche y adhère. Je gage que vous avez observé le rapide mouvement effectué par mon doigt autour du tiroir de la coiffeuse. Non. Vous gagnerez à mieux observer mes faits et gestes, mon ami. J'ai ainsi récolté un peu de poudre au bout de mon index. Un tantinet surexcité, j'en conviens, j'ai essuyé le dit index sur ma manche. C'est là une inadvertance que je déplore et qui est contraire à tous mes principes. Mais qu'est-ce que c'était que cette poudre? Lançai-je, un peu soucieux d'entendre un cours magistral sur les principes de Poirot. Pas le poison de Borgia, railla Poirot. Votre imagination s'emballe, à mon avis, il s'agit de talc. De talc? De stéatite, si vous préférez. Les ébénistes l'utilisent pour améliorer le coulissement des tiroirs. Je ne pus m'empêcher de rire de bon cœur. Espèce de vieux farceur, moi qui croyais que vous alliez en venir à quelque chose d'excitant. Au revoir, mon ami, je me sauve. La porte se referma sur lui. Avec un sourire, mi-tendre, mi-moqueur, je pris son veston d'une main et empoignai la brosse de l'autre. Le lendemain matin, sans nouvelles de Poirot, je sortis faire un tour, rencontrer quelques amis et déjeuner à leur hôtel. L'après-midi, nous partîmes en randonnée. Une crevaison nous retarda, et il était 8 heures passées, lorsque je regagnai le métropole. La première personne que j'aperçus en entrant fut Poirot, qui me parut encore plus fluet que nature, puisqu'il était en sandwich entre les Opalsen, mais qui rayonnait de satisfaction béate. « Hastings, mon ami » s'écria-t-il en se précipitant à ma rencontre.
Dans mes bras, bonbon. Tout s'est passé dans le mieux du monde. Dieu merci, l'étreinte annoncée n'était que clause de style. Mais avec Poirot, le pire reste toujours à craindre. Vous avez vraiment, comment sais-je, fantastique. Le mot n'est pas trop fort. Roucoula Madame Oppelsen, dont la face lunaire se fendait en sourire d'extase. Ne vous avais-je pas dit, Ed, que s'il ne parvenait pas à me retrouver mes perles, personne n'y parviendrait jamais. Si, ma chère, et vous aviez raison. Je lançai à Poirot un regard de détresse, auquel il répondit aussitôt. Mon ami Hastings se sent quelque peu laissé en carafe, comme on dit en France. Asseyez-vous, mon bon. Et je vais vous conter par le menu toute cette affaire qui s'est si bien terminée. Terminée? Bien sûr, ils sont arrêtés. Qui ça, ils? Le valet et la femme de chambre, parbleu. Vous ne les avez pas soupçonnés? Même après mon allusion à la stéatite? Vous m'avez dit qu'elle était utilisée par les ébénistes pour améliorer le coulissement des tiroirs, en effet. Or, quelqu'un souhaitait que les tiroirs coulissent sans bruit. Qui cela pouvait-il être? Uniquement la femme de chambre. Le plan était si ingénieux qu'il ne sautait pas tout de suite aux yeux, même à ceux d'Hercule Poirot. Voici comment le coup fut mené à bien. Le valet attendait derrière la porte, dans la chambre inoccupée. La bonne Française quitte la pièce. Rapide comme l'éclair, la femme de chambre ouvre le tiroir, s'empare du coffret à bijoux en tirant le verrou, le passe à son complice. Le valet l'ouvre tranquillement à l'aide d'un double de la clé qu'il s'est procurée, sort le collier et attend la suite. Célestine s'absente à nouveau et psit, le coffret réintègre la chambre et son tiroir. Madame arrive, le vol est découvert, la femme de chambre exige d'être fouillée avec de grandes protestations de vertu outragée et quitte enfin l'appartement, sa réputation intacte. La copie du collier dont il s'était muni avait été dissimulée le matin par la femme de chambre dans le sommier de la Française. Un coup de maître, ça. Mais qu'êtes-vous allé faire à Londres? Vous vous rappelez la carte? Évidemment, cela m'a intrigué et m'intrigue toujours. Je croyais... J'hésitais et jetai un regard au coin à M. Oppelsen. Poirot rit de bon cœur. C'était une blague et un coup fourré à l'intention du valet. La carte était de celles qui ont subi une préparation spéciale destinée à obtenir des empreintes digitales parfaites. Je me suis rendu tout droit à Scotland Yard, où j'ai tout narré à notre vieil ami l'inspecteur Japp. Comme je le soupçonnais, les empreintes étaient celles de 2 montes en l'air recherchés par la police. Japp est revenu ici avec moi. Les voleurs ont été appréhendés et les perles retrouvées en possession du valet. Ils étaient malins, ces deux-là. Ils possédaient de la méthode, mais ils en manquaient de rigueur. Ne vous ai-je pas dit au moins 36 fois, Hastings, que sans la rigueur... Au moins 36 000 fois, l'interrompis-je, mais où leur rigueur s'était-elle relâchée? Mon ami, c'est une bonne méthode que de prendre une place de femme de chambre ou de valet, mais il ne faut pas négliger son travail. Ils ont laissé une chambre inoccupée noyée sous la poussière, et c'est ainsi que le prétendu valet a posé le coffret à bijoux sur la petite table entre la fenêtre et la porte de communication. L'empreinte du coffret a laissé une marque rectangulaire. « Mais oui, je m'en souviens, m'écriai-je. Avant, je n'étais pas sûr. Là, j'ai su. » Il y eut un moment de silence. « Et moi, j'ai trouvé mes perles, psalmodia Madame Oppelsen, tel un cœur antique. »« Tout est bien qui finit bien, dis-je, et je crois que je ne ferai pas mal d'aller dîner. » Poirot vint me tenir compagnie. « Toute cette affaire va encore ajouter à votre gloire, fis-je observer. »« Pas le moins du monde, rétorqua Poirot. Japp et l'inspecteur local vont s'en partager le mérite. Mais, il tapota sa poche, j'ai ici un chèque de M. Oppelsen et, comment dire mon ami, ce week-end ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourquoi ne reviendrions-nous pas la semaine prochaine, à mes frais cette fois? Fin. L'histoire s'intitule « Les 4 suspects ». La conversation roulait.
depuis un long moment, sur les crimes inconnus, les crimes impunis, les uns après les autres. Le colonel Bantry et son épouse, aussi potelée que charmante, Jane Ailier, le docteur Lloyd et même la vieille Miss Marple avaient donné leur opinion. Seul Sir Henry Clintoning, haut fonctionnaire de Scotland Yard, à la retraite depuis quelques mois à peine, avait gardé le silence. Il se contentait de tirailler sa moustache, ou plutôt de la caresser, et de laisser errer sur ses lèvres un demi-sourire amusé. Sir Henry s'écria tout à coup. « Madame Bantry, si vous ne dites rien, je sens que je vais me mettre à hurler. Y a-t-il oui ou non des crimes impunis? Je vois que vous pensez aux énormes manchettes de journaux du soir, ma chère. Quelque chose comme Scotland Yard en défaut, une fois de plus, suivi d'une liste de crimes dont les auteurs courent toujours. Mais j'imagine que le pourcentage de ces crimes sans solution doit être relativement minime, observa le docteur Lloyd avec bonhomie. Certes, oui. Seulement, on fait beaucoup moins de bruit à propos de centaines de crimes découverts et de coupables châtiés. Mais là n'est pas la question. Je crois, lorsque vous parlez de crimes inconnus et de crimes restés sans solution, vous parlez de deux choses totalement différentes. Il faut ranger dans la première catégorie tous les crimes dont Scotland Yard n'a jamais entendu parler, dont personne ne sait même qu'ils ont été commis. Mais je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup de cela, s'écria Madame Bantry. Vraiment? Sir Henry ne voulait pas dire qu'il y en a. Je serais tenté de penser qu'il y en a. Au contraire, un très grand nombre, intervint Miss Marple d'une voix rêveuse. La charmante vieille demoiselle, sans se départir de son air tranquille, à l'ancienne mode, avait fait cette remarque explosive avec la plus grande placidité. « Ma chère Miss Marple, sourit le colonel Bantry, condescendant. Mais sans se laisser impressionner, celle-ci poursuivit. Naturellement, beaucoup de gens sont stupides, et les gens stupides se font prendre quoi qu'ils fassent. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas stupides. Et on peut trembler en pensant à ce qu'ils pourraient faire s'ils n'avaient pas des principes bien enracinés. Oui, approuva Sir Henry, bien des gens naissent malins, et combien de fois des crimes sont-ils découverts à la suite d'une simple maladresse? Et chaque fois on est tenté de se demander s'ils n'avaient pas commis cette gaffe, l'aurait-on jamais découvert? Mais c'est très grave en vérité, bougonna le colonel. Vous trouvez? Qu'avez-vous l'air d'insinuer, mon cher? Avec votre « vous trouvez ». Naturellement, c'est grave. Parce que vous pensez aux crimes impunis, Bantry. Mais un crime reste-t-il vraiment impuni? Par la loi, d'accord. Mais la cause et l'effet agissent en dehors de la loi. C'est un lieu commun de dire que tout crime porte en soi son châtiment, et pourtant, à mon avis, rien n'est plus vrai. Peut-être, admit le colonel Bantry. Mais cela n'enlève rien à la gravité. À la gravité! Il se tut, comme s'il ne trouvait plus ses mots. Sir Henry Clintoning souriait toujours. 99 personnes sur 100 partagent aucun doute votre sentiment, dit-il. Mais vous savez, ce n'est vraiment pas le crime qui est important, c'est l'innocence. Je ne comprends pas, avoua Jane Ailier. Moi si je comprends, murmura Miss Marple. Lorsque Madame Trent constata qu'il manquait une demi-couronne dans son porte-monnaie, ce fut la femme de ménage, Madame Arthur, qui en fut la plus affectée parce que les Trent la soupçonnèrent aussitôt. Mais comme ce sont des braves gens et qu'ils savent qu'elle a une famille nombreuse et pour mari un ivrogne, ils ne la renvoyèrent pas. Mais ils ne furent plus dès lors les mêmes avec elle, et lorsqu'ils partirent en voyage, ils ne la chargèrent pas de veiller sur la maison comme les autres années, ce qui fit une grande différence pour elle, et les autres personnes commencèrent à la suspecter aussi. Mais brusquement on découvrit que le coupable était la gouvernante. Madame Trent la surprit un jour reflétée dans un miroir par l'entrebâillement d'une porte. Ce fut par le plus grand des hasards, ou plutôt grâce à la providence. C'est cela, je pense, que veut dire Sir Henry. La plupart des gens seraient seulement intéressés par la personne qui avait effectivement pris l'argent et qui se trouvait être, dans ce cas, la moins soupçonnable, comme dans les romans policiers. Mais la seule personne pour qui c'était en somme une question de vie ou de mort était la pauvre malheureuse qui n'avait rien fait. C'est bien ça votre pensée, n'est-ce pas, monsieur Henry? Oui, Miss Marple, vous avez exactement expliqué mon sentiment.
Votre femme de ménage a eu de la chance, son innocence a été prouvée. Mais un doute injustifié accable beaucoup de gens tout au long de leur vie. Avez-vous un caprice si présent à l'esprit, Sir Henry? Insinua Madame Bantry. Dans un certain sens, oui, ma chère amie. Une affaire très curieuse. Tout permettait de supposer qu'il y avait eu meurtre, mais il fut impossible de le prouver. Du poison, sans doute, soupira Jane. Un bon petit poison qui ne laisse pas de traces. Le docteur Lloyd s'agita fébrilement sur son fauteuil, et Sir Henry secoua la tête. Non, ma chère, il ne s'agit pas de poison mystérieux, dont sont imprégnées les flèches des indigènes d'Amérique du Sud. J'aurais souhaité que ce fût une histoire dans ce goût-là. Mais nous nous sommes heurtés à un problème plus prosaïque. Si prosaïque du reste, qu'il n'y a à peu près aucune chance de mettre un jour la main sur son auteur. Un vieux monsieur qui tombe du haut d'un escalier sur le coup. Quoi de plus banal, je vous le demande. Cela fait partie du lot des accidents regrettables mais quotidiens, qui ne sont pas pour autant des crimes. Mais qu'est-il arrivé au juste? Qui pourrait le dire? Sir Henry haussa les épaules. Une poussée par derrière, un fil ou une ficelle, tendue dans le haut des marches et retirée ensuite. Nous ne le saurons sans doute jamais. Pourquoi n'avez-vous pas cru et ne croyez pas encore aujourd'hui à un accident? Demanda le médecin. C'est une assez longue histoire, mais... Eh bien oui, nous avons eu la quasi-certitude qu'il s'agissait bien d'un meurtre. Toutefois, comme je l'ai dit, il y a très peu de chances de découvrir le coupable. Nos soupçons et même nos preuves étant à cette heure encore trop fragiles, et puis il y a l'autre aspect de l'affaire, celui dont je vais à présent vous parler. Voyez-vous, il y a 4 personnes susceptibles d'avoir fait le coup. Un seul coupable, 3 innocents. Et à moins que la vérité n'éclate un jour, ces 3-là traîneront derrière eux toute leur vie, l'ombre d'un doute. Convenez que c'est affreux. Mais oui, je suis de votre avis. Racontez-nous votre histoire, maintenant que vous avez aiguisé notre curiosité, suggéra Madame Bantry. Si vous voulez, je peux au reste abréger en vous résumant le début de l'histoire, réfléchit tout haut Sir Henry. Il s'agit donc au départ d'une société secrète allemande, la Main Noire, une sorte de Camorra, ou plutôt de ce que les gens s'imaginent être la Camorra. Un mélange de chantage et de terrorisme, si vous voulez. Cette société naquit après la guerre et prit rapidement de l'extension. Des gens, en grand nombre, tombèrent sous ses coups, et les autorités s'avoueraient impuissantes à la démanteler, car le secret était jalousement gardé par ses membres, et il avait été impossible de trouver un seul d'entre eux disposé à les trahir. En Angleterre, on ignora à peu près tous ces agissements, mais en Allemagne, Main Noire eut une action tout à fait néfaste. Elle finit tout de même par être démantelée grâce aux efforts d'un certain docteur Rosen, qui fut à une certaine époque une personnalité marquante des services secrets allemands. Il réussit à devenir membre de la société, fut initié à tous les secrets et devint ainsi l'instrument de sa perte. Mais il était repéré, et la sagesse la plus élémentaire lui conseillait de quitter l'Allemagne, tout au moins pour un certain temps. Il partit donc pour l'Angleterre et la police de Berlin nous l'adressa avec une lettre de recommandation. Je le reçus longuement, et il me fit la meilleure impression. Il était à la fois impassible et résigné. « Ils mourront, Sir Henry, me dit-il. Il n'y a pas de doute. » C'était un homme grand et fort, au beau visage intelligent, à la voix grave traversée de quelques intonations gutturales qui seules trahissaient sa nationalité. J'avais prévu cette éventualité avant de m'engager dans ce combat. Et ma mort n'a pas d'importance, je suis prêt. L'organisation ne pourra plus se reconstituer, c'est l'essentiel. Mais il y a encore beaucoup de ses membres qui sont en liberté et ceux-là prendront la seule revanche qui est en leur pouvoir, ma vie. C'est simplement une question de temps. Je souhaite seulement que ce temps soit aussi long que possible. Voyez-vous, j'écris mes mémoires, je veux dire les souvenirs de ma vie de lutte contre les malfaiteurs de toute catégorie, le fruit de mon expérience, parce que je crois que je pourrais rendre encore ainsi quelques services, et je voudrais avoir la possibilité de mener ma tâche à son terme. Il parlait avec une simplicité et un naturel que je ne pouvais m'empêcher d'admirer. Je l'assurai que nous prendrions toutes les mesures qui s'imposeraient pour assurer sa sécurité. Mais il balaya mes propos d'un sourire et d'un revers de main. « Quelques jours, ils mourront, d'une manière ou d'une autre, » répéta-t-il. « Lorsque ce sera venu, ne vous mettez pas en peine. Vous aurez fait, je n'en doute pas, le maximum pour reculer l'échéance. Je vous en suis par avance reconnaissant. » Il m'exposa ensuite son plan qui était très simple en vérité.
Il envisageait de s'installer à la campagne, dans un coin tranquille, où il pourrait poursuivre son œuvre en paix. Il arrêta son choix en définitive sur un village de Somerset, Kingsnatton, situé à une dizaine de kilomètres de la gare la plus proche et miraculeusement épargné par la civilisation. Il acheta un charmant petit cottage, y fit faire quelques aménagements pour le rendre le plus confortable possible, et il s'y installa avec beaucoup de satisfaction. La maisonnée se composait de Greta, sa nièce, d'un secrétaire, d'une vieille domestique allemande, à son service depuis 40 ans, et d'un jardinier, homme à tout faire originaire du pays. Les 4 suspects, murmura le docteur Lloyd. Exactement, les 4 suspects. Je n'ai plus grand-chose à ajouter. La vie s'écoula paisiblement à Kingsnatton pendant 5 mois. Et puis le coup partit. Le docteur Rosen tomba un matin dans l'escalier et seulement découvert une demi-heure après. Il avait cessé de vivre. Gertrude était dans sa cuisine, la porte fermée, et elle n'avait rien entendu, d'après ses dires. Fraulein Greta était dans le jardin, occupée à planter des oignons, d'après ses dires aussi. Le jardinier Dobbs cassait la croûte dans la cabane à outils, à ce qu'il dit. Et le secrétaire était sorti, faire une promenade, et, une fois de plus, il n'y eut là encore que le témoignage de l'intéressé. Personne n'avait d'alibi contrôlable, personne ne pouvait confirmer la déclaration de personne, mais une chose est certaine, ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur qui l'avait tué. Car un étranger aurait tout de suite été repéré dans le petit village. Les 2 portes d'entrée étaient fermées à clé, chaque membre de la maisonnée ayant sa propre clé. Vous voyez donc que l'affaire se circonscrivait entre les 4 commensaux de la victime. Et pourtant, ils semblaient tous au-dessus de tout soupçon. Greta, la fille de son frère, Gertrude et ses 40 années de loyaux services, Dobbs qui n'avait jamais quitté Kingsnatton, et Charles Templeton, le secrétaire. Justement celui-là, mon cher, d'où sortait-il? Intervint vivement le colonel. Pour moi, il est le suspect numéro 1. Qu'est-ce que vous saviez de lui? C'était justement ce que je savais sur lui qui le mettait tout le premier hors de cause, répondit Sir Henry avec gravité. Charles Templeton était un de mes hommes. Ah bon, souffla le colonel Bantry tout déconfit. Oui, je voulais avoir quelqu'un sur place et en même temps, je ne voulais pas provoquer les bavardages du village. Rosen avait besoin d'un secrétaire. Je lui proposai donc Templeton, qui avait l'avantage de parler couramment l'allemand et qui était en outre un excellent policier. Mais alors, qui soupçonnait? S'écria madame Bantry d'une voix troublée. Tous ces gens semblent tous si... Ma foi, oui, à vous entendre, si bien. En apparence, certes, mais on peut voir les choses sous un autre angle. Fraulein Greta était bien la nièce du docteur Rosen, mais depuis la guerre, nous avons été les témoins horrifiés de gestes et d'actions inconcevables en un autre temps. Un frère se tournant contre sa sœur, un père contre son fils, et ainsi de suite. Et encore la fille la plus ravissante et la plus gentille faire les choses les plus invraisemblables. Les mêmes critères s'appliquent à Gertrude, et dans son cas, d'autres éléments pouvaient encore entrer en jeu. Une querelle avec son maître, ressuscitant une vieille rancune enfouie sous des années de loyaux services. Les vieilles femmes de ce milieu sont parfois étonnamment rancunières. Et Dobbs devait-il être écarté parce qu'il vivait en quelque sorte en dehors? Sûrement pas, l'argent pouvait être le facteur qui l'avait fait agir. Pourquoi ne l'aurait-on pas acheté? Une chose pourtant semble certaine, un message ou un ordre arriva de l'extérieur. Sinon, comment expliquer les 5 mois de grâce? Tout simplement parce que les membres encore en liberté de la société réunissaient les preuves de la trahison de Rosen, dont ils n'avaient sans doute pas la confirmation absolue, et lorsqu'ils n'eurent plus aucun doute, ils ont envoyé l'ordre malgré les murs du jardin et les portes verrouillées, l'ordre de le tuer. « C'est horrible !» s'écria Jane en frissonnant. Il s'agissait pour nous de savoir par quelle voie le message était arrivé, poursuivit Sir Henry. Et c'est le point que j'ai essayé d'élucider, car c'était le seul espoir que nous pouvions avoir de résoudre le problème. Il fallait logiquement que l'une de ces 4 personnes ait été en contact avec l'extérieur, ou que l'on ait communiqué avec elle d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait certainement pas eu de délai entre la réception de l'ordre et son exécution. Dans ces sortes de règlements de compte, la livraison suit la commande, si je peux m'exprimer ainsi. C'était par ailleurs la manière d'agir expéditive de la main noire. J'attaquais le problème d'une manière qui va peut-être vous paraître ridiculement méticuleuse et trop traditionnelle, mais cette méthode a fait ses preuves et je m'y tiens.
Donc je me posais une première question. Qui est venu au cottage ce matin-là? Je n'éliminais a priori personne, et voici la liste des visiteurs. Sir Henry sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et en retira une feuille de papier. D'abord le boucher, qui a apporté un ragoût de mouton. On a vérifié, c'était exact. Ensuite le commis de l'épicier, qui a livré un paquet de farine, 2 livres de sucre, 1 livre de beurre et 1 livre de café. Contrôlé, exact. Enfin le facteur, pour le courrier, c'est-à-dire 2 prospectus au nom de Fraulein Rosen, 1 lettre postée au village pour Gertrude, 3 lettres pour le docteur Rosen lui-même, dont une postée à l'étranger, et 2 lettres pour M. Templeton, dont une émanant aussi de l'étranger. Sir Henry s'interrompit de nouveau, pour retirer d'autres papiers de l'enveloppe. Si vous voulez vous rendre compte par vous-même, les différents intéressés me les ont remis, ou nous les avons prélevés dans les corbeilles à papier. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils ont été soumis à nos laboratoires et qui ont cherché notamment des traces d'encre sympathique. Résultat négatif. Le petit auditoire de Sir Henry se rapprocha avec curiosité. Les 2 prospectus provenaient d'une pépinière et d'un grand fourreur londonien. 2 des lettres adressées au docteur Rosen contenaient des factures, l'une d'un grunetier local pour des semences destinées au jardin, l'autre d'une papeterie de Londres. Quant à la 3e, on y lisait ceci. « Mon cher Rosen, je rentre de chez le docteur Helmut Spath. J'ai vu Edgar Jackson l'autre jour. Lui et Amos Perry revenaient tout juste de Tsingtao. En toute honnêteté, je ne peux dire que je les envie d'avoir fait ce voyage. Donnez-moi bientôt de vos nouvelles. Comme je vous l'ai dit, méfiez-vous d'une certaine personne. Vous savez qui je veux dire, bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Bien à vous. Georgina. » Je continue, reprit Sir Henry. Monsieur Templeton avait reçu cette facture de son tailleur, et une lettre d'un ami allemand malheureusement déchirée et jetée au cours de sa promenade. Et enfin, voici la lettre adressée à Gertrude. Chère Madame Schwartz, nous espérons qu'il vous sera possible d'assister à la petite fête de vendredi soir au patronage, comme l'espère monsieur le pasteur. La recette du jambon était excellente, et je vous en remercie vivement. Avec l'espoir que ma lettre vous trouvera en bonne santé, et que nous vous verrons vendredi, je reste bien fidèlement vôtre. Emma Green. Cette dernière lettre amena un léger sourire sur les lèvres du docteur Lloyd et sur celle de madame Bantry. Je suppose que celle-ci peut être écartée d'office, dit le praticien. C'était mon avis aussi, répliqua Sir Henry. Mais j'ai pris la précaution de vérifier s'il existait bien une madame Green à Kingston-Natton, et si une séance récréative était prévue à la paroisse. On n'est jamais assez prudent, vous savez. C'est ce que dit toujours notre amie Miss Marple, remarqua le médecin en regardant avec un bon sourire la vieille demoiselle. Au fait, vous rêvez tout éveillée, chère Miss Marple. À quoi pensez-vous donc? Miss Marple tressaillit, comme si, effectivement, on l'avait tirée d'une douce somnolence. C'est vraiment stupide de ma part, dit-elle. Mais j'étais en train de me demander pourquoi le mot « honnêteté » était écrit avec un H majuscule dans la lettre adressée au docteur Rosen. Madame Bantry se pencha vivement sur la feuille de papier et s'écria, toute surprise. « Oh, voilà, par exemple. C'est vrai. Mais oui, ma chère, je pensais que vous l'aviez remarqué aussi. Il y a un avertissement précis dans cette lettre, dit le colonel. Un conseil de prudence, c'est la première chose qui a attiré mon attention. J'observe plus que j'en ai l'air. Vous voyez, mon cher? Oui, un avertissement précis, mais contre qui? Il y a encore une chose assez curieuse au sujet de cette lettre, reprit Sir Henry. D'après Templeton, le docteur Rosen l'a ouverte pendant le petit déjeuner et lui a lancé à travers la table en disant qu'il ne connaissait ce type ni d'Ève ni d'Adam. Mais ce n'était pas un type, intervint Jane Ely. La lettre est signée Georgiana. Difficile à dire exactement, observa le docteur Lloyd. On peut aussi bien lire Georgie que Georgine, mais évidemment je pencherai plutôt pour Georgiana. Cependant, l'écriture m'inclinerait à penser qu'il s'agit d'un homme. Savez-vous que c'est diablement intéressant, s'écria le colonel Bantry, enthousiasmé. Le fait de jeter cette lettre comme ça à travers la table, en prétendant qu'il ne comprenait rien, c'est très habile. Voulait-il observer le visage de quelqu'un? Lequel? Celui de la jeune fille? Celui de l'homme? Ou même celui de la cuisinière, suggéra madame Bantry. Elle pouvait être dans la pièce à ce moment-là, pour servir le petit déjeuner. Mais ce que je ne vois pas, c'est très bizarre. Elle reporta son regard sur la lettre en fronçant le sourcil.
Miss Marple se mit à côté d'elle, tapota la feuille de l'index, et les deux dames rapprochèrent leurs têtes et se mirent à chuchoter. « Mais pourquoi le secrétaire a-t-il déchiré sa seconde lettre ?» demanda soudain Jane Elliot. « Cela semble... oh, je ne sais pas. Enfin, cela semble curieux. Pourquoi recevait-il des lettres d'Allemagne? Quoique naturellement il est au-dessus de tout soupçon, comme vous le dites. » « Mais Sir Henry n'a pas dit ça, s'écria vivement Miss Marple, émergeant de sa petite conférence avec Madame Bantry. Il a dit 4 suspects, ce qui signifie qu'il y comprend Monsieur Templeton. J'ai raison, n'est-ce pas, Sir Henry? J'ai appris une chose à la suite d'amères expériences, ne se dire jamais à soi-même que quiconque est au-dessus de tout soupçon. Je viens de vous donner à l'instant les raisons qui font que 3 de ces personnes pouvaient être coupables, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Je n'ai pas encore appliqué la même méthode à Charles Templeton, mais j'en arrive maintenant à lui, pour rester fidèle au principe que j'ai énoncé il y a un instant. J'ajouterai encore un mot auparavant. Il faut admettre que toute armée, toute marine, toute police a un certain nombre de traîtres dans ses rangs. Pour autant que cette idée nous déplaise, j'ai donc examiné à froid le cas de Charles Templeton. Je me suis posé la même question que Miss Elliot vient de soulever. Pourquoi était-il seul incapable de produire une des lettres qu'il avait reçues, et justement, celle provenant de l'Allemagne? Pourquoi et comment recevait-il des lettres d'Allemagne? Cette dernière question était anodine, et je la lui posai bel et bien. Sa réponse fut assez simple et naturelle. La sœur de sa mère avait épousé un Allemand, et la lettre lui avait été envoyée par une cousine. J'appris ainsi un détail capital que j'ignorais jusque-là. Charles Templeton connaissait des gens en Allemagne. Cette conjoncture le mit d'emblée sur la liste des suspects. Le mit même en tête de liste. C'est un garçon à moi, un garçon que j'ai toujours apprécié, et en qui j'ai eu toute confiance, mais en toute justice et loyauté, c'était là qu'il devait être. Mais c'est... je ne sais pas, et de toute évidence, je ne saurai jamais. Ce n'est pas la question de punir un meurtre, c'est une question qui me semble 1000 fois plus importante. C'est la flétrissure, peut-être, de toute la carrière d'un honnête homme, à cause des soupçons que je ne peux pas me permettre de négliger. Miss Marple tout sauta et dit avec douceur. Alors, Sir Henry, si je vous comprends bien, c'est sur ce jeune homme, Monsieur Templeton, qu'il pèse surtout vos soupçons. En quelque sorte, oui. Il devrait être de même pour tous les 4, mais ce n'est pas véritablement le cas. Dobbs, par exemple. Qu'importe que je le suspecte, mon soupçon n'affectera pas sa carrière. Personne dans le village n'a jamais pensé que la mort du vieux docteur n'était pas due à un accident. Gertrude est légèrement plus touchée. Ce doute qui plane peut influencer l'attitude de Fraulein Rosen à son égard, mais en tout état de cause, elle n'aura pas grande importance pour elle. Quant à Greta Rosen, eh bien, nous en arrivons avec elle au nœud du problème. Greta est une très jolie fille et Charles Templeton est un jeune homme fort agréable à regarder. Et pendant 5 mois, ils ont vécu côte à côte sans autre distraction qu'eux-mêmes. L'inévitable s'est produit, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, même s'ils n'en étaient pas encore au stade des aveux, au moment de la mort de Rosen. C'est-à-dire, il y a 3 mois maintenant. Et qui ai-je vu arriver un jour, il n'y a pas longtemps chez moi? Greta Rosen. Elle avait vendu le cottage et elle était retournée en Allemagne pour régler définitivement les affaires de son oncle. Dès son retour en Angleterre, dit-elle, elle s'était permis de venir sonner à ma porte, bien qu'elle sache que j'avais entre-temps pris ma retraite, pour me parler d'une affaire personnelle. Elle tourna un peu autour du pot, comme on dit, mais enfin, tout sortit. Qu'est-ce que j'en pensais? Cette lettre portant un timbre allemand, cela l'avait tourmenté, terriblement tourmenté, et Charles, qui l'avait justement déchirée, la seule que l'on n'avait pas retrouvée, était-ce bien? Certainement, ce devait être celle-là. Évidemment, elle croyait l'histoire qu'il avait racontée, mais oh, si seulement elle savait d'une certaine façon. Vous remarquez le même sentiment, le désir de savoir, mais le même horrible soupçon secret, résolument repoussé au fond de l'esprit, mais persistant néanmoins. Je lui parlais avec la plus grande franchise et la priais d'agir de même. Je lui demandai si elle aimait Charles, et si lui de son côté. Je pense que oui, me dit-elle. Oh oui, j'en suis sûre. Nous étions si heureux. Chaque jour passait si agréablement. Nous savions tous les deux. Mais nous n'étions pas pressés. Nous avions tout le temps.
Quelques jours, il me dirait qu'il m'aimait, et je lui répondrai que moi aussi. Ah, mais vous pouvez deviner. Maintenant tout est bouleversé. Un nuage noir a surgi entre nous. Nous sommes gênés lorsque nous nous rencontrons, et nous ne savons que nous dire, et nous pensons certainement la même chose. Si j'étais sûr. C'est pourquoi, Sir Henry, je vous supplie de me dire. Je vous donne ma parole que ce n'est pas Charles Templeton qui a tué votre oncle. Dites-le. Oh, dites-le moi, je vous en prie, je vous en supplie. Et sacrebleu, s'emporta soudain Sir Henry, en assénant un coup sur le coin de la table. Je n'étais pas en mesure d'engager ainsi ma parole. Ils s'éloignèrent de plus en plus l'un de l'autre, ces deux-là, séparés par le soupçon comme par un fantôme que je n'avais pas le droit de balayer, de propos délibérés. Il se rejeta contre le dossier de son fauteuil, le visage tout à coup tiré et grisâtre, et il hocha la tête une fois ou deux, en signe de découragement. Et il n'y a rien d'autre à faire, à moins... Il se redressa, et un sourire fugitif, inattendu, illumina un instant sa figure. À moins que Miss Marple puisse m'aider. Qu'en pensez-vous, ma chère demoiselle? J'ai le pressentiment que cette lettre pourrait être de votre ressort. Celle transmettant l'invitation pour la séance au patronage. Ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ou quelqu'un qui rendrait toute cette affaire parfaitement claire? Ne pouvez-vous rien faire pour aider deux jeunes gens désespérés qui voudraient être heureux? Pour aussi bizarre que ce soit, ce recours à une vieille demoiselle de village, de la part d'un routier chevronné de Scotland Yard, il n'en était pas moins sérieux. Sir Henry Clintoning avait une très grande confiance dans le bon sens de la fluette Miss Marple, si bien qu'un très grand espoir brillait dans ses pupilles lorsqu'il leva les yeux vers l'autre côté de la table. La vieille demoiselle tout sauta gênée et lissa la dentelle de sa blouse. Cela me rappelle un peu l'affaire d'Annie Pulteney, reconnut-elle. La lettre est parfaitement claire, bien entendu. Pour Madame Bantry et moi-même, je veux dire non pas l'invitation mais l'autre, celle adressée par un ou une inconnue au docteur Rosen. Vous qui vivez surtout à Londres, Sir Henry, vous n'avez que de vagues notions de jardinage, n'est-ce pas? Et vous n'avez rien remarqué de ce que nous avons compris, Madame Bantry et moi. Et sursauta l'interpellée. Remarquez quoi? Miss Marple regarda son amie et celle-ci choisit un catalogue sur la table. Elle l'ouvrit et commença à lire d'une voix unie, où perçait tout de même une pointe de délectation. Dr Helmut Spath, fleurs splendides de couleur lilas, portées par une tige exceptionnellement longue et droite, splendide comme une fleur coupée et comme une fleur d'un massif, nouveauté d'une beauté remarquable. Edgar Jackson, fleur d'un beau rouge brique, rappelant le chrysanthème. Amos Perry, très décorative et d'un beau rouge vif. Tsingtao, rouge orangé vif, belle plante de jardin et fleurs coupées, durables. Honesty, et avec un H majuscule, vous vous en souvenez, murmura Miss Marple. Honesty existe en blanc et en rose, fleur énorme mais parfaite. Madame Bantry rejeta le catalogue sur la table et dit d'une voix vibrante: il s'agit de dahlia, et la première lettre de chacune de ces espèces forme le mot death, mort en français, expliqua gentiment Miss Marple. Mais la lettre a été envoyée au docteur Rosen lui-même, objecta Sir Henry. C'est le côté très ingénieux de la machination, dit Miss Marple. La lettre et la mise en garde qu'elle contenait. Que ferait en effet le docteur Rosen en recevant une lettre écrite par un inconnu, et bourrée de noms tout aussi inconnus? Tout naturellement, il la donnerait à son secrétaire. Alors, après tout... Oh, mais non, protesta la vieille demoiselle. Pas le secrétaire, voyons. C'est ce qui prouve bien que ce n'est pas lui le coupable. Il n'aurait jamais laissé trouver cette lettre s'il avait été le coupable. Et il n'aurait pas détruit non plus une lettre portant un timbre allemand. Vraiment, son innocence est, si vous me permettez d'employer ce mot, éclatante. Mais alors qui? Eh bien, il semble presque certain, aussi certain que quelque chose peut l'être en ce moment, que la troisième personne assise à la table du déjeuner a dû, geste tout naturel en raison de circonstances, étendre la main pour prendre la lettre et la lire. Vous vous souvenez qu'elle avait reçu le catalogue d'un pépiniériste par le même courrier. Greta Rosen, dit lentement Henry. Alors sa visite?
Les messieurs ne savent pas discerner les choses, dit gentiment Miss Marple, et je crains qu'ils pensent souvent que nous, les vieilles femmes, nous sommes, disons le mot, dotés d'yeux de chat, pour voir les choses comme elles sont. Mais c'est ainsi. J'en sais long, malheureusement, sur mon propre sexe. J'ai eu tout de suite le pressentiment qu'il y avait un obstacle entre ces deux jeunes gens. Le jeune homme a éprouvé une répulsion soudaine, inexplicable à l'égard de cette Greta. Il a soupçonné instinctivement quelque chose et il a pu cacher le doute qui l'étreignait. Et je pense vraiment que la visite faite pour cette jeune fille lui avait été dictée par le dépit. Elle a agi avec beaucoup d'habileté et de prudence lorsqu'il a fallu tuer sur ordre. Mais elle s'est départie de cette prudence, juste assez pour fixer vos soupçons définitivement sur le pauvre Templeton. Reconnaissez que vous n'étiez pas du tout aussi sûr de la culpabilité de votre collaborateur avant qu'après la visite de la belle Greta. J'étais convaincu qu'il n'y avait rien de ce qu'elle disait, commença Sir Henry. Les messieurs n'entendent rien à ces choses-là, répéta avec calme Miss Marple. Et cette jeune fille, il se tut une seconde, elle a commis froidement un meurtre et elle s'en est tirée sans dommage. Oh, mais non, Sir Henry, protesta Miss Marple, pas du tout sans dommage. Ni vous ni moi, nous ne pouvons croire cela. Souvenez-vous de ce que vous avez dit il n'y a pas si longtemps. Non, Greta Rosen n'échappera pas au châtiment. Pour commencer, elle est liée à une bande d'individus pas très recommandables, des maîtres chanteurs et des terroristes, auprès de qui l'existence ne doit pas toujours être de tout repos. Et en second lieu, nous pouvons lui prédire une fin tragique, sans grand risque d'erreur. Mais comme vous l'avez remarqué si justement, on ne peut s'attarder sur le sort du coupable, seul l'innocent compte. D'abord M. Templeton, qui, j'ose le dire, épousera cette cousine allemande, a eu un geste que l'on a pu qualifier de suspect en déchirant l'une de ses lettres. Il a eu ce réflexe à mon avis, comme s'il redoutait que l'autre fille voie. On lui demande de lire cette missive, et c'est ce qui me fait croire qu'il y avait quelques idylles là-dessous. Ensuite, il y a Dobbs, bien que, comme vous l'avez justement remarqué, les répercussions de cette histoire ne rejaillissent vraiment pas sur lui. Son casse-croûte doit être son unique préoccupation. Et enfin, il y a cette pauvre vieille Gertrude, celle qui m'a fait penser à Annie Poultry. Avoir derrière soi un demi-siècle de fidélité à la maîtresse et être soupçonné d'avoir détruit le testament de Miss Lamb. Bien que rien n'ait pu être prouvé, il y a de quoi subir un choc. La pauvre créature en a eu son vieux cœur fidèle brisé, et ce n'est qu'après sa mort qu'on a découvert le testament dans le double fond de la boîte à thé, où la vieille Miss Lamb l'avait mis elle-même en lieu sûr. Mais il était trop tard pour la pauvre Annie. C'est ce qui me tourmente pour cette pauvre vieille femme. Lorsqu'on prend de l'âge, on devient facilement amer. Je ressens beaucoup plus de chagrin pour elle que pour M. Templeton, qui est jeune, beau garçon, et évidemment regardé d'un œil complaisant par les dames. Vous devriez lui écrire, Sir Henry, pour lui dire que son innocence est définitivement bien établie. Son cher vieux maître mort, et elle ressassant ce malheur et sentant plus qu'on la soupçonne. Oh, c'est affreux d'y penser, et c'est insupportable. Je lui écrirai, Miss Marple, promit Sir Henry, qui poursuivit après l'avoir regardé quelques secondes avec curiosité. Vous savez, je ne vous comprendrai jamais, vous avez vu des choses absolument imprévisibles pour moi. Ma vue, je le crains, est assez courte, répliqua Miss Marple avec modestie et humour. Je suis à peine sortie de St. Mary Mead, et cependant vous avez résolu ce que l'on peut appeler un mystère international, car vous l'avez résolu, j'en suis convaincu. Miss Marple rougit, puis se rengorgea un peu. J'ai été assez bien élevée, je crois, pour mon époque. Ma sœur et moi, nous avons eu une gouvernante allemande, une Fräulein, une créature très sentimentale. Elle nous enseignait le langage des fleurs, matière aujourd'hui négligée dans les études, mais qui était bien charmante. Une tulipe jaune, par exemple, signifie amour désespéré, tandis qu'une reine marguerite signifie je meurs de jalousie à vos pieds. Cette lettre était signée Georgina, qui, je crois, me le rappeler signifie Dahlia en allemand, et cela naturellement rend les choses tout à fait claires. J'aimerais me souvenir du symbole du dahlia, mais hélas, il m'échappe. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Par hasard, il ne signifierait pas death? Oh non, c'est horrible, ce n'est pas ça. Il y a des choses vraiment tristes dans le monde. Vraiment oui, soupira Madame Bentry. Il est heureux celui qui a des fleurs
et celui qui a des amis. Je vous fais remarquer qu'elle nous met en dernier, dit le docteur Lloyd. Un homme a l'habitude de m'envoyer des orchidées tous les soirs au théâtre, rêva-t-on Jane Elliot. J'attends vos faveurs, voilà ce que signifie cet envoi, expliqua vivement Miss Marple avec un sourire malicieux. Sir Henry eut une étrange petite toux et détourna la tête. Quant à Miss Marple, elle poussa une exclamation. J'ai trouvé. Le dahlia signifie perfidie et faux-semblant. Merveilleux, absolument merveilleux, s'écria Sir Henry. Et il soupira. Fin. L'histoire s'intitule Le crime de Regent's Court. Poirot et moi avions parmi nos amis le docteur Hawker, un de nos voisins, personnalité très en vue du monde médical. Ce cher docteur avait l'habitude de venir bavarder avec Poirot après le dîner. Un soir, du début de juin, il arriva vers 8h30 et entama immédiatement une discussion sur la fréquence des empoisonnements par l'arsenic. Il y avait à peine un quart d'heure qu'il était là, lorsque la porte de notre salon s'ouvrit brusquement, et une femme, qui paraissait affolée, se précipita au milieu de la pièce. « Oh, docteur, on vous demande !» Je reconnus vite la femme de chambre du docteur Hawker, Miss Ryder. Le docteur était célibataire et habitait une vieille maison à quelques mètres de la nôtre. Miss Ryder, habituellement calme et réservée, était en ce moment complètement bouleversée. « Mon Dieu, Miss Ryder, qu'y a-t-il » Le téléphone, docteur. J'ai répondu et une voix disait « Au secours !» Alors j'ai demandé qui parle. On m'a répondu, mais ce n'était plus qu'un souffle de voix. Je ne compris que Foscatine, quelque chose comme cela. Regent's Court. Le docteur ne put contenir sa surprise. Le comte Foscatini a un appartement à Regent's Court. Il faut que j'y aille tout de suite. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Un de vos clients? Demanda Poirot. Je l'ai soigné il y a quelque temps pour une légère indisposition. C'est un Italien, mais il parle très bien anglais. Je suis obligé de vous quitter, monsieur Poirot, à moins que... Il hésita. Je devine ce que vous voulez, dit Poirot en souriant. Je serai ravi de vous accompagner. Hastings, descendez et arrêtez un taxi. Quelques secondes plus tard, nous roulions dans la direction de Regent's Court. Il y avait là un bloc de maisons récemment construites, et les appartements étaient pourvus des installations les plus perfectionnées. Il n'y avait personne dans le hall lorsque nous entrâmes. Le docteur appela l'ascenseur et questionna le groom d'une voix impatiente. « Appartement 2, comte Foscatini. Il vient d'y avoir un accident, je crois. » Le groom le fixa étonné. « Première nouvelle. Monsieur Graves, le valet de chambre du comte Foscatini, est sorti il y a à peu près une demi-heure, et il n'a rien dit. Le comte est-il seul chez lui? » « Non, 2 messieurs dînent avec lui. »« Comment sont-ils » demandai-je. « Je ne les ai pas vus moi-même, monsieur, mais je crois que ce sont des étrangers. » L'ascenseur arrivait au 2e étage, et nous nous trouvâmes juste en face du numéro 2. Le docteur sonna. Pas de réponse, et on n'entendait aucun bruit. Il résonna plusieurs fois sans obtenir aucun résultat. « Cela devient sérieux, murmura-t-il. Puis, se tournant vers le groom, « Avez-vous une clé de cette porte ?»« Il y en a une dans le bureau du portier, en bas. Allez la chercher, et je crois aussi que vous feriez bien d'appeler la police. » Le groom revint bientôt accompagné du directeur de l'établissement. « Pourriez-vous me dire ce qu'il se passe, messieurs ?»« Certainement, répondit le docteur. J'ai reçu un coup de téléphone du comte Foscatini, me disant qu'il était attaqué, et il m'appelait à son secours. » Le directeur ouvrit la porte et nous entrâmes tous dans l'appartement. Nous traversâmes d'abord une antichambre. Sur la droite, une porte était ouverte. « La salle à manger, » nous dit le directeur. Le docteur Hawker entra le premier. Nous le suivions pas à pas. En pénétrant dans la pièce, je ne pus retenir une exclamation. Au milieu de la table se trouvaient les restes d'un repas. 3 chaises en avaient été écartées, comme si les occupants venaient juste de se lever. Dans un coin à droite de la cheminée, un homme était assis devant un bureau. Sa main droite tenait encore le téléphone, mais un coup frappé derrière la tête l'avait renversé sur le bureau. À côté de lui, une statuette de marbre tachée de sang à la base. En 1 minute, le docteur comprit qu'il n'y avait plus rien à tenter. « La mort a dû être instantanée, dit-il. Je me demande même comment il a pu téléphoner. Il ne faut toucher à rien avant l'arrivée de la police, surtout. »
Nous commençâmes à examiner chaque pièce de l'appartement, mais il n'y avait personne. Lorsque nous revînmes à la salle à manger, Poirot, qui ne nous avait pas suivis, était en train d'étudier avec une grande attention le centre de la table. Un vase de roses le décorait. Il y restait un compotier de fruits, mais les 3 assiettes à dessert étaient propres. Sur 3 tasses à café, 2 portaient des traces de café noir, et l'autre de café crème. Les 3 hommes avaient bu du marc, car le carafon était à moitié plein. L'un d'eux avait fumé un cigare, les 2 autres des cigarettes. Je remarquai tous ces faits, mais fus obligé de reconnaître qu'ils ne m'éclairaient pas dans la situation. J'étais curieux de savoir ce que Poirot pouvait bien y chercher pour être si absorbé. Je le lui demandai. « Mon ami, répliqua-t-il, vous n'y comprenez rien. Je cherche quelque chose que je ne vois pas. »« Quoi ? » ?»« Une faute, une petite faute même, commise par l'assassin. » Il alla dans la cuisine, tourna la tête de tous côtés, mais ne parut pas avoir trouvé ce qu'il cherchait. « Monsieur, dit-il au directeur, voulez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer comment on sert les repas ici ? » « Ceci est le monte-charge, voyez-vous, expliqua-t-il. Il fonctionne depuis la cuisine jusqu'au dernier étage de la maison. Vous commandez par téléphone et on vous envoie les plats. Par le monte-charge, les uns après les autres. La vaisselle sale est redescendue par le même système. Ainsi, vous n'avez aucun souci, et c'est plus agréable que dîner tous les jours dans un restaurant. Poirot approuva. Ainsi, les assiettes et les plats qui ont servi ici ce soir sont à la cuisine maintenant. Puis-je descendre ? Oh, certainement. Roberts, le garçon, va vous y conduire. Ensemble, nous visitâmes les cuisines et nous questionnâmes l'homme qui avait pris l'ordre de l'appartement numéro 2. L'ordre fut donné pour 3 d'après la carte, expliqua-t-il. Soupe julienne, filet de sole normande, tourne d'eau, soufflé de riz. À quelle heure ? Environ 8 heures, dit-il. Je crains que la vaisselle ne soit lavée maintenant. Vous pensiez trouver des empreintes digitales, je suppose ? Pas précisément, dit Poirot, avec un sourire énigmatique. Je serais beaucoup plus intéressé par l'appétit du comte et des invités. Mais il m'est impossible de vous dire exactement quelle quantité ils ont consommé. Toutes les assiettes étaient sales et les plats vides, excepté celui du soufflé au riz. Il en restait beaucoup. Ah ah, dit Poirot d'un air satisfait. Comme nous remontions à l'appartement, Poirot me murmura à l'oreille. Nous avons affaire à un homme méticuleux. Parlez-vous de l'assassin ou du comte ? Le comte était sans aucun doute un homme soigneux. Après avoir appelé au secours, il raccrocha le téléphone. Je fixai Poirot, étonné. « Vous supposez qu'il est mort empoisonné ?» murmurai-je. « Le coup sur la tête n'aurait été qu'un simulacre. » Poirot sourit finalement. L'inspecteur et les 2 policiers étaient arrivés. Lorsque nous fûmes de retour, Poirot eut besoin de se recommander de son ami l'inspecteur Japp de Scotland Yard pour qu'il nous soit permis à nouveau d'entrer dans l'appartement. Heureusement que nous étions là, car 5 minutes plus tard, un homme bouleversé se précipita dans la pièce. C'était Graves, le valet de chambre du comte Foscatini. Il nous raconta que, la veille au matin, 2 messieurs avaient rendu visite à son maître. C'étaient des Italiens. Le plus vieux des 2, un homme d'une 40aine d'années, se nommait Ascanio. Le plus jeune était un élégant jeune homme de 24 à 25 ans. Le comte Foscatini attendait leur visite, et dès leur arrivée, envoya Graves faire quelques courses. À cet endroit de son récit, le valet de chambre parut hésiter. Il avoua à la fin que cette visite l'ayant intrigué, il n'avait pas obéi tout de suite à son maître, et était resté pour écouter à la porte. Les 3 hommes parlaient très bas, mais il put comprendre, cependant, qu'il était question d'argent et de menaces. La discussion semblait assez aigre-douce. À la fin, le comte Foscatini éleva la voix, et Graves entendit ces mots. « Je n'ai pas le temps de discuter plus longtemps, messieurs. Si vous voulez venir dîner avec moi demain soir, nous reprendrons cette discussion. » De peur d'être découvert, Graves n'attendit pas plus longtemps. Ce soir, les 2 hommes arrivèrent à 8 heures. Durant le dîner, la conversation se roula que sur des choses insignifiantes. Quand Graves eut apporté le café et la fine, son maître lui dit qu'il pouvait sortir. « Est-ce que cela était dans ses habitudes de vous renvoyer quand il avait des invités ?» demanda l'inspecteur.
Non, monsieur, cela me fit penser qu'il devait avoir à parler d'affaires sérieuses avec ces messieurs. Cela termina le récit de Graves. Il sortit vers 8h30 et, ayant rencontré un ami, il alla avec lui au concert. Personne n'avait vu partir les deux hommes, mais on pouvait fixer l'heure du meurtre à 8h47. La petite pendule du bureau avait été renversée par le bras de Frascatini et s'était arrêtée à cette heure, qui concordait parfaitement avec le coup de téléphone reçu par Miss Ryder. Le médecin légiste, après avoir examiné le corps, le fit porter sur le lit. « Bien, » dit l'inspecteur, en rangeant son carnet de notes. « L'affaire me paraît claire. La seule difficulté sera de mettre la main sur le signor Ascanio. Je ne pense pas que son adresse soit notée sur un carnet. » Ainsi que Poirot le jugeait, le comte Frascatini était un homme méthodique. Sur le carnet, écrit d'une main ferme, on lisait « Signor Paolo Ascanio, Grosvenor Hotel ». L'inspecteur courut au téléphone, puis se retourna vers nous. « Nous arrivons juste à temps. Ce beau monsieur allait justement partir pour le continent. »« Bien, messieurs, c'est tout ce que nous pouvons faire ici. C'est une triste affaire qui paraît assez nette. » En redescendant, le docteur Hawker semblait très surexcité. « C'est le commencement d'un roman, » dit-il. « On ne le croirait pas si on le lisait. » Poirot ne disait rien, il restait songeur, ayant à peine parlé durant la soirée. « Qu'en pense le maître détective ?» demanda le docteur Hawker, en lui frappant dans le dos. « Vous n'avez plus rien à découvrir, sans doute. »« Qu'en savez-vous ?»« Que serait-ce ?»« Eh bien, par exemple, il y a la fenêtre. »« La fenêtre ?» répondit le docteur. « Elle était fermée. »« Et par quoi avez-vous pu remarquer cela ?» Le docteur parut troublé. Poirot se hâta d'expliquer. « C'est des rideaux que je veux parler. Ils n'étaient pas tirés. C'est un peu bizarre. Puis il y a le café, du café très noir. »« Et alors ?»« Très noir, » répéta Poirot. « Souvenez-vous qu'il fut mangé très peu de soufflé au riz. »« Oui, mais je ne vois pas où vous voulez en venir, avouai-je. »« Vous ne suspectez pas le valet de chambre ? Il aurait pu faire partie de la bande et mettre du poison dans le café. Je suppose qu'on vérifiera son alibi. »« Sans doute, mon ami, mais c'est l'alibi du signor Ascanio qui m'intéresse. »« Vous pensez qu'il a un alibi ? » ?»« C'est ce qui me tracasse, mais nous aurons bientôt des éclaircissements. » Le signor Ascanio fut arrêté et accusé du meurtre du comte Frascatini. Après son arrestation, il affirma qu'il ne connaissait pas le comte et qu'il n'avait jamais été à Regent's Court, pas plus le soir du crime que le matin précédent. Le jeune homme qui, soi-disant, l'accompagnait, avait complètement disparu. Signor Ascanio était arrivé seul au Grosvenor. Venant du continent 2 jours avant le meurtre, tous les efforts pour retrouver le jeune homme demeurèrent vains. Cependant, Ascanio ne fut pas jugé. L'ambassadeur d'Italie lui-même vint déclarer à la police qu'Ascanio se trouvait avec lui à l'ambassade le soir du drame, de 8h à 9h. Le prisonnier fut donc relâché, naturellement. Beaucoup de personnes pensèrent qu'on était en présence d'un crime politique et qu'on l'étouffait volontairement. Poirot s'était beaucoup intéressé à cette affaire. Néanmoins, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il me dit un matin qu'il attendait quelqu'un à 11h et que cette personne n'était autre qu'Ascanio lui-même. « Il veut venir vous voir ?» demandai-je. « Du tout, Hastings. C'est moi qui veux lui parler. »« À quel sujet ?»« Du meurtre de Regent's Court. Vous allez lui prouver qu'il est coupable. Un homme ne peut pas être jugé 2 fois, Hastings. Essayez donc d'avoir un peu de bon sens. Ah, voilà, le coup de sonnette de notre ami. » Quelques minutes plus tard, signor Ascanio entrait. C'était un homme mince et de petite taille. Il nous lança à tous deux un regard suspect. « Monsieur Poirot ?» Mon ami l'accueillit aimablement. « Asseyez-vous, monsieur. Vous avez reçu ma lettre, n'est-ce pas ? J'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Commençons. En compagnie d'un ami, vous êtes allé voir le comte Frascatini le mardi matin. » L'Italien eut un mouvement de colère. « Jamais de la vie. Je l'ai d'ailleurs juré au tribunal. »« Je le sais, mais j'ai dans l'idée que vous avez menti. »« Vous me menacez ? Il vaut mieux que vous soyez franc avec moi. Je ne vous demande pas ce qui vous a amené en Angleterre. Je sais déjà que vous êtes venu uniquement pour voir le comte Frascatini. »« Il n'était pas comte, »
grogna l'Italien. J'ai déjà remarqué que son nom ne figurait pas au Gotha. Je vois que vous êtes bien renseigné. Il ne me reste plus qu'à vous parler franchement. Oui, je suis allé voir Foscatini le mardi matin, mais pas le soir de sa mort. Je n'avais plus besoin de le voir. Je vais vous expliquer. Foscatini était un maître chanteur. Certains papiers concernant un homme très haut placé en Italie se trouvaient en sa possession. Il demandait une grosse somme d'argent pour les restituer. Je suis venu en Angleterre pour arranger l'affaire. J'avais rendez-vous avec lui ce mardi-là. Un jeune secrétaire d'ambassade m'accompagnait. Le comte fut beaucoup plus sociable que je ne l'avais prévu, mais la somme que je lui ai payée était énorme. Pardon, comment l'avez-vous payé cette somme? Un petit billet de banque italien. Je lui ai donné l'argent de la main à la main, et il m'a rendu les papiers. Je ne l'ai plus jamais revu. Pourquoi n'avez-vous pas dit tout cela lors de votre arrestation? J'étais dans une situation si délicate qu'il m'était impossible d'avouer connaître cet homme. Et comment alors expliquez-vous ce qui s'est passé le soir du meurtre? Tout ce que je peux penser, c'est que quelqu'un s'est présenté sous mon nom. D'après ce que j'ai compris, on n'a pas trouvé d'argent dans l'appartement. Poirot le regarda et secoua la tête. Je vous crois, signor Ascanio. Votre récit concorde presque avec ce que j'avais supposé. Mais je voulais m'en assurer. Au revoir, monsieur. Après avoir reconduit son visiteur, Poirot revint s'asseoir en riant. Eh bien, capitaine Hastings, qu'en pensez-vous? Je suppose qu'Ascanio a raison. Quelqu'un s'est présenté sous son nom. Non, non, vous n'avez pas encore assez d'esprit. Rappelez-vous les paroles que j'ai prononcées en quittant l'appartement du mort. J'ai parlé des rideaux qui n'étaient pas tirés. Nous étions au mois de juin. Il fait encore jour à 8 heures. Le jour baisse à la demi. Ça vous dit quelque chose? Et puis le café, je l'ai dit, il était très noir. Les dents du comte Foscatini étaient merveilleusement blanches, mais le café tache les dents. Nous en concluons que le comte Foscatini n'avait pas bu de café, et cependant, il restait des traces de café dans les 3 tasses. Pourquoi donc quelqu'un aurait-il voulu faire croire que le comte Foscatini en avait bu, quand il n'en était rien? Et je secouai la tête complètement ahuri. Allons, je vais vous aider. Qu'est-ce qui me prouve que le signor Ascanio et son compagnon sont venus à l'appartement de Foscatini le soir de sa mort? Personne ne les a vus entrer. Personne ne les a vus sortir. Nous n'avons pour preuve que la présence d'une foule d'objets inanimés. Vous voulez dire? Je veux dire les couteaux, les fourchettes, les assiettes et les plats vides. Ah, mais c'est très malin. Graves est un voleur, mais un homme prévoyant. Il entend assez de la conversation le matin pour comprendre qu'il sera difficile à Ascanio de se défendre le soir suivant. Il dit à son maître qu'on le demande au téléphone. Foscatini s'assoit, prend le téléphone et pendant ce temps, Graves le frappe violemment à la tête avec la statuette de marbre. Puis, il commande le dîner pour 3. Quand les plats arrivent, il met le couvert, salit les assiettes, les couverts, etc. Mais il faut qu'il se débarrasse de la nourriture. Il n'a pas seulement de la tête, il a un fort appétit. Mais après le tourne-dos, le soufflet de riz est trop gros pour lui. Il fume même un cigare et 2 cigarettes. Vous voyez, c'était bien combiné. Après avoir mis les aiguilles de la pendulette sur 8h47, il l'arrête et la renverse. Il a simplement oublié de tirer les rideaux. Si Foscatini avait réellement donné un dîner, les rideaux auraient été tirés une fois la nuit venue. Ensuite, il sort, dit au garçon d'ascenseur que son maître a des invités. Il se hâte vers une cabine téléphonique vers 8h47. Il appelle le docteur en imitant le cri de mort de son maître. On crut tellement en lui qu'on ne pensa jamais à demander si l'appel téléphonique venait de l'appartement 2 à cette heure-là. Il fut prouvé naturellement, comme toujours, que Poirot avait raison. Fin. Miss Marple raconte une histoire. Je ne crois pas vous avoir jamais conté, mes chéris, toi mon bon Raymond et toi mon adorable John, une assez curieuse affaire dont j'eus à me mêler il y a quelques années, sans vouloir paraître le moins du monde vaniteuse. Oh, je sais bien que, comparé à vous, fleuron de la génération montante, je n'ai pas d'intelligence pour 2 sous. Raymond écrit des œuvres fort profondes,
où il n'est question que de jeunes gens en colère. En colère contre quoi? Je vous le demande un peu. Tandis que toi, Joan, tu peins tes semblables sous forme de carrés agrémentés de protubérances variées. Non que tu aies tort, mon enfant. Ta réussite est là pour prouver que c'est toi qui es dans le vrai. Mais que veux-tu? Quand même à le répéter Raymond, sans méchanceté aucune, car c'est le plus attentionné des neveux. Je demeure incurablement victorienne, et n'apprécie rien tant que les romans à l'eau de rose et les tableaux que vous qualifiez de pompiers. Mais je m'égare. Je ne sais plus où je voulais en venir. Ah si, au fait que, sans vouloir passer pour une vaniteuse, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver quelque satisfaction d'avoir réussi, grâce à un minimum de bon sens, à dénouer les fils d'une intrigue qui avait mis en déroute de plus brillants cerveaux que le mien. Je vais donc vous narrer mon histoire. Et si vous m'estimez encline à la suffisance, ne perdez pas de vue que j'ai, à tout le moins, tiré un malheureux d'un assez mauvais pas. Ma prise de contact avec l'affaire en question eut lieu un soir vers 9 heures, quand Gwen, vous vous souvenez de Gwen, ma petite bonne rousse, celle qui... Enfin bref, quand Gwen est venue me dire que M. Petrick, accompagné d'un monsieur, désirait me voir. Comme il se doit, elle les avait fait entrer au salon. Pour ma part, j'étais à la salle à manger, où j'établis toujours mes quartiers au début du printemps, car c'est gaspillage que d'entretenir plusieurs feux en demi-saison. J'ordonnai à Gwen d'apporter le sherry et gagner le salon. Je ne sais si vous vous rappelez de M. Petrick. Esprit remarquable et excellent juriste. Ce fut toujours pour moi jusqu'à sa mort, il y a 2 ans, tout autant un ami qu'un homme de loi. Son fils s'occupe désormais de mes intérêts. C'est un garçon charmant, très dans le vent. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir un peu moins en confiance avec lui que je ne l'étais avec son père. Mis au fait de mon problème de chauffage, M. Petrick s'empressa de m'affirmer que son ami et lui s'installeraient bien volontiers à la salle à manger. Sur quoi il me présenta le dit ami, un certain M. Rhodes. C'était un homme assez jeune, guère plus de 40 ans, et dont les manières étaient plus qu'étranges. Si je ne m'étais pas d'emblée rendu compte que le pauvre garçon était à bout de nerfs, je l'eus volontiers taxé de goujaterie. Dès que nous fûmes à la salle à manger, M. Petrick exposa le motif de leur visite. « Miss Marple, dit-il, vous voudrez bien pardonner à un vieil ami, quel homme charmant, d'abuser de vos instants. Je suis venu solliciter une consultation. » Comme je ne saisissais pas ce qu'il entendait par là, il m'expliqua. En cas de maladie, il est bon d'avoir 2 avis, celui du spécialiste et celui du médecin de famille. Je n'ignore pas que l'on porte au nu, de nos jours, le diagnostic du premier. Mais j'appartiens à la vieille école, et je ne suis pas d'accord. Le spécialiste ne possède d'expérience que dans l'étroit domaine qui lui est propre. Et si le médecin de famille a moins de connaissances, son expérience est en revanche plus vaste. J'avais tout lieu d'abonder dans son sens. Une de mes nièces, il n'y avait guère, s'était précipitée avec sa fille chez un dermatologue, en renom, sans consulter son généraliste, qu'elle considérait comme gâteux. Il lui avait prescrit un traitement terriblement dispendieux, et l'on n'avait pas tardé à découvrir que la petite avait tout bonnement la rougeole. Je cite cette anecdote, bien que j'ai les digressions en horreur, dans le seul but de vous montrer, mes chéris, que je partageais le point de vue de M. Petrick. Mais je n'avais toujours pas la moindre idée de ce à quoi il voulait en venir. Si M. Rhodes est malade, hasardai-je, je fus interrompu par le rire de l'intéressé, un rire à vous donner froid dans le dos. Je pense mourir au bout d'une corde d'ici quelques mois, dit-il. À partir de là, il se confia tout à trac. Un meurtre avait été récemment commis à Barnchester, ville située à quelques 35 kilomètres d'ici. Je ne lui avais hélas guère prêté d'attention, car le village tout entier se passionnait à l'époque pour les faits et gestes de notre assistante sociale, et les événements extérieurs, tels un tremblement de terre en Inde ou un meurtre à Barnchester, bien que plus important, je ne le nie point, avaient cédé le pas devant nos délectables intrigues locales. Je crains fort qu'il n'en aille ainsi dans toute bourgade de campagne qui se respecte. Quoi qu'il en fût, je ne m'en souvenais pas moins d'avoir lu qu'une femme dont je ne me rappelais pas le nom avait été poignardée dans un hôtel des environs. Or, ce n'était autre que l'épouse de M. Rhodes, et comme si ce deuil n'était pas déjà en soi suffisamment cruel, le pauvre garçon était soupçonné du crime.
Bien que le jury ait rendu un verdict de crime perpétré par un ou plusieurs inconnus, M. Rhodes avait toute raison de croire qu'il serait arrêté sous 24 heures. M. Petrick et lui avaient consulté l'après-midi même Sir Malcolm Holt, conseiller de la couronne, et dans l'éventualité d'un procès d'assises, cet éminent magistrat assurerait la défense de M. Rhodes. Sir Malcolm était un homme jeune, me confia M. Petrick, fort moderne dans ses méthodes, et qui avait aussitôt défini son système de défense. Mais c'était ce système précisément qui chiffonnait M. Petrick. Voyez-vous, chère mademoiselle, ce système souffre de ce que j'appelle la myopie du spécialiste. Confier une cause à Sir Malcolm, et il n'a qu'un but, trouver le système de défense adéquat. Mais le meilleur système de défense peut négliger ce qui demeure à mes yeux l'essentiel, les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. Il multiplia alors les propos flatteurs sur ma perspicacité, mon jugement et ma connaissance de l'être humain, et sollicita l'autorisation de me conter l'affaire par le menu, dans l'espoir que je sois à même d'y trouver quelque explication. Il ne m'échappait point que M. Rhodes se montrait fort sceptique quant à l'aide que je pouvais lui apporter, et qu'il était des plus contrariés de s'être laissé traîner chez moi. Mais M. Petrick n'en tint nul compte, et s'employa à me décrire ce qui s'était passé au cours de la nuit du 8 mars. M. et Mme Rhodes étaient descendus au Crown Hotel, à Barchester. Mme Rhodes, qui, ainsi que M. Petrick me le fit comprendre à demi-mot, était sans doute quelque peu encline à l'hypocondrie, avait gagné son lit aussitôt après dîner. Son mari et elle occupaient des chambres communicantes. M. Rhodes rédige une étude fort savante sur l'importance du silex dans l'évolution de l'homme préhistorique, et s'était installé pour travailler dans ses propres appartements. À 11 heures du soir, il rangea ses papiers et enfila un pyjama. Avant de se coucher, il passa comme à l'accoutumée dans la chambre de sa femme afin de s'assurer qu'elle n'avait besoin de rien. C'est alors qu'il découvrit la lumière allumée, et sa femme gisant sur son lit, poignardée en plein cœur. Mais notez bien ceci. La chambre de Mme Rhodes possédait une autre issue, donnant sur le corridor. Or, la porte en était verrouillée de l'intérieur. L'unique fenêtre de la pièce était fermée et bloquée, également de l'intérieur. D'après M. Rhodes, personne n'avait traversé la chambre dans laquelle il travaillait, si l'on accepte une femme de chambre qui avait apporté des bouillottes. Quant à l'arme plantée jusqu'à la garde dans la blessure, c'était un stylet qui se trouvait d'ordinaire sur la coiffeuse, et que Mme Rhodes aimait à utiliser comme coupe-papier. L'enquête devait révéler qu'elle ne portait pas d'empreinte. La situation se réduisait à ceci. Personne en dehors de M. Rhodes et de la femme de chambre n'avait pénétré dans la chambre de la victime. Vous pensez bien que je demandais des précisions sur la femme de chambre. Ce fut notre première préoccupation, me répondit M. Petrick. Mary Hill est du pays. Il y a 10 ans qu'elle est femme de chambre au Crown. Pourquoi diable se serait-elle attaquée soudain à une cliente? Elle est d'ailleurs, sinon débile, à tout le moins simplette. Mais sa version des faits n'a jamais varié d'un iota. Elle a apporté sa bouillotte à Mme Rhodes, qui tombait de sommeil. Franchement, je ne parviens pas à croire, et aucun jury ne le croira non plus, que c'est elle qui a commis le crime. M. Petrick ajouta quelques détails complémentaires. Sur le palier du Crown Hotel se trouve un salon en alcôve où s'installent parfois quelques clients pour prendre leur café. Un corridor court sur la droite, dont la dernière porte est celle de la chambre occupée par M. Rhodes. Ce corridor tourne ensuite à angle droit, et la première porte après le coin est celle qui donnait chez Mme Rhodes. Ces deux portes étaient dans le champ visuel de plusieurs témoins. La première, celle de M. Rhodes, que j'appellerai A, se trouvait dans le champ visuel de 4 personnes, 2 voyageurs de commerce et un couple âgé. D'après eux, personne n'a franchi le seuil de la porte A, excepté M. Rhodes et la femme de chambre. Quant à l'autre porte, la porte B, un électricien qui travaillait dans cette partie du corridor jure ses grands dieux que personne n'en a franchi le seuil à l'exception de la femme de chambre. J'étais confronté là, vous en conviendrez mes chéris, à une énigme aussi étrange qu'intéressante. À l'énoncé des détails qui précèdent, il paraissait évident que M. Rhodes avait bel et bien assassiné sa femme. M. Petrick était convaincu de l'innocence de son client. Or, M. Petrick était un esprit remarquable, je crois l'avoir déjà souligné. À l'enquête, M. Rhodes avait raconté une histoire aussi vague que décousue, d'où qu'il ressortait
qu'une femme aurait à plusieurs reprises écrit des lettres de menace à son épouse. Je gageais que tout ceci avait dû paraître aussi peu convaincant que possible. Adjuré par M. Petrick de s'expliquer, il en convint de bonne grâce. Franchement, dit-il, je n'y ai jamais ajouté foi moi-même. J'ai toujours été persuadé qu'Amy avait forgé de toutes pièces cette histoire de lettres. Madame Rhodes, ne tardai-je pas à comprendre, était une de ces créatures éprises de romanesque et qui passent leur temps à enjoliver les moindres péripéties de leur existence. La quantité de catastrophes auxquelles elle avait échappé défiait la statistique, tout autant que la raison. Venait-elle à glisser sur une peau de banane qu'il s'agissait d'un accident où elle avait frôlé la mort? Un abat-jour prenait-il feu? C'est d'un immeuble en flammes qu'on l'a sauvé avec la grande échelle. Son mari avait pris l'habitude de ramener ses dires à de plus justes proportions. Son histoire selon laquelle une femme, dont elle aurait grièvement blessé l'enfant dans un accident de voiture, lui aurait voué une haine éternelle. Eh bien, M. Rhodes n'y avait jamais accordé la moindre importance. L'incident avait eu lieu avant leur mariage, et chaque fois qu'elle lui avait lu des lettres toutes de fiel et de menaces atroces, loin de se laisser impressionner, il l'avait soupçonné d'en être l'auteur. Je dois vous avouer que tout cela me sembla plutôt banal. Nous comptons ici même au village une jeune femme portée à ce genre d'excès. Seulement le danger avec ces gens-là, c'est que le jour où il arrive vraiment quelque chose, personne ne les croit. Il m'a paru que c'était là le phénomène qui s'était produit dans le cas qui nous préoccupait. Quant à la police, me direz-vous, eh bien la police était tout bonnement persuadée que M. Rhodes avait inventé cette histoire à dormir debout dans le but d'écarter les soupçons. Je demandai à M. Petrick si, parmi les clients de l'hôtel, on avait noté la présence de femmes seules. Il semblait y en avoir deux, une Madame Granby, une veuve anglo-indienne, et une Miss Caruthers, vieille fille d'aspect chevalin, et qui escamotait les négations. M. Petrick précisa que les recherches les plus minutieuses n'avaient pas permis de découvrir quelqu'un qui ait aperçu l'une ou l'autre à proximité du théâtre du crime, et il n'était de toute façon rien qui permit de les rattacher de quelque manière que ce fût à l'affaire. Je le priai alors de me les décrire. À l'en croire, Madame Granby avait le cheveu roussâtre et ébouriffé, le teint bilieux, et avait basculé du mauvais côté de la cinquantaine. Sa garde-robe pittoresque consistait essentiellement en saris variés. Quant à Miss Caruthers, elle frisait la quarantaine, arborait un pince-nez, avait les cheveux courts et plaqués, et portait des vestons résolument masculins. Mon Dieu, soupirai-je, voilà qui ne simplifie pas les choses. M. Petrick me lança un regard interrogateur, mais, peu désireuse de brûler mes vaisseaux, je m'enquis de l'avis de Sir Malcolm. Sir Malcolm Holt, semblait-il, ne démordait pas de la version du suicide. M. Petrick me précisa que l'autopsie prouvait le contraire, et qu'en outre, l'absence d'empreinte rendait l'hypothèse hasardeuse. Mais Sir Malcolm se faisait fort d'obtenir un avis médical contradictoire et de tourner la difficulté soulevée par ce problème d'empreinte. Je demandai alors à M. Rhodes son opinion personnelle. Il me répondit que tous les médecins étaient des imbéciles, mais que lui-même ne pouvait croire que sa femme se soit donné la mort. Ce n'était pas son genre, dit-il avec simplicité. Et je le crus sans peine. Les hystériques sont peu portés à l'autodestruction. Je réfléchis une minute et demandai si la porte de la chambre de Madame Rhodes donnait directement sur le corridor. M. Rhodes me répondit par la négative. Il y avait une petite entrée, communiquant avec une salle de bain et des WC. C'était la porte entre la chambre et l'entrée en question, qui était verrouillée de l'intérieur. Dans ce cas, dis-je, toute cette affaire m'apparaît d'une simplicité enfantine. Et c'est vrai, mes chéris, je voyais à ce problème, apparemment insoluble, la solution la moins compliquée du monde, dire que personne avant moi ne s'en était avisé. M. Petrick et M. Rhodes me dévisageaient tous les deux d'un tel air que j'en fus fort embarrassé. Sans doute Miss Marple n'a-t-elle pas bien mesuré l'ampleur des difficultés, décréta M. Rhodes. Si, dis-je, du moins je le crois. Il y a 4 éventualités. Ou bien Madame Rhodes a été tuée par son mari, ou bien elle l'a été par la femme de chambre, ou alors elle s'est suicidée. Ou encore elle a été assassinée par quelqu'un que personne n'aurait vu ni entrer ni sortir. Et ça c'est impossible, coupa M. Rhodes. Personne n'aurait pu entrer ou sortir de ma chambre sans que je le voie,
Et même si quelqu'un avait trouvé le moyen d'entrer dans la chambre de ma femme, sans se faire remarquer par l'électricien, comment diable aurait-il fait pour en ressortir en laissant la porte verrouillée de l'intérieur? Que dites-vous de cela, Miss Marple? Me demanda M. Petrick, en me fixant d'un œil inquisiteur. J'aimerais vous poser une question, Monsieur Rhodes, déclarai-je. À quoi ressemblait la femme de chambre? Il n'en avait qu'une idée des plus vagues. Elle était plutôt grande, lui semblait-il. Quant à savoir si elle était brune ou blonde, je me tournai vers M. Petrick et réitérai ma question. D'après lui, elle était de taille moyenne, plutôt blonde, avec des yeux bleus et un visage rougeau. Vous êtes meilleur observateur que moi, Petrick, commenta M. Rhodes. Je me permis de manifester mon désaccord et demandai alors à M. Rhodes s'il pouvait décrire ma bonne. Ni lui ni M. Petrick n'en furent capables. Ne comprenez-vous donc pas ce que cela signifie? Dis-je. Vous êtes tous deux arrivés ici ne songeant qu'à vos soucis, et la personne qui vous a fait entrer n'était pour vous qu'une bonne. Même phénomène dans le cas de M. Rhodes à l'hôtel. Absorbé qu'il était par son travail, il n'a vu qu'une femme de chambre, ou mieux encore un uniforme et un tablier. M. Petrick, lui, a interrogé la même femme, dans un état d'esprit différent, et il a vu en elle une personne. C'est là-dessus que comptait la meurtrière. Comme il comprenait toujours pas, je dus m'expliquer. Voici à mon avis comment les choses se sont passées. La femme de chambre est entrée par la porte A, elle a traversé la chambre de M. Rhodes pour porter à Mme Rhodes sa bouillotte, et elle est fort innocemment ressortie par la porte B. De son côté, X, ainsi désignerai-je pour l'instant notre meurtrière, a agi en sens inverse. Elle s'est glissée par la porte B, dans la petite entrée, s'est cachée dans un local exigu que je ne nommerai pas. Là, elle a attendu que la femme de chambre se soit éclipsée, et elle s'est introduite dans la chambre de Mme Rhodes, a pris le stylet sur la coiffeuse. Elle avait sans nul doute exploré la chambre un peu plus tôt dans la journée, s'est approchée du lit, a poignardé sa victime, aux trois quarts assoupie, essuyé le manche du stylet, verrouillé de l'intérieur la porte par laquelle elle était entrée, et puis elle est tout simplement, tranquillement ressortie, par la chambre dans laquelle M. Rhodes était en train de travailler. M. Rhodes ne peut se contenir. « Mais je n'aurais pas pu ne pas la remarquer, s'écria-t-il. Et l'électricien n'aurait pas pu ne pas la voir entrer. C'est là que vous faites erreur, m'obstinai-je. Vous n'auriez pas pu ne pas la remarquer si elle n'avait pas porté un uniforme de femme de chambre. Je manquai un temps avant de poursuivre. Vous étiez plongé dans votre travail. Du coin de l'œil, vous avez vu une femme de chambre entrer, gagner les appartements de votre épouse, revenir par le même chemin et ressortir. Il s'agissait bien du même uniforme, je vous l'accorde, mais pas de la même femme. C'est aussi ce que les clients qui prenaient leur café dans l'alcôve ont vu. Une femme de chambre entrer et une femme de chambre sortir. L'électricien en a fait autant. J'ose avancer que si la femme de chambre avait été ravissante, nul doute qu'il se fût trouvé un homme pour remarquer son visage. L'être humain est ainsi fait. Mais s'il ne s'agissait que d'une créature plutôt quelconque, c'était l'uniforme que vous alliez voir, pas la personne elle-même. « Mais qui cela pouvait-il bien être ?» s'écria M. Rhodes. « Nous abordons là la partie la plus difficile, reconnus-je bien volontiers. Nous avons le choix entre Madame Granby et Miss Carruthers. Il ressort de votre description que Madame Granby semble porter habituellement une perruque, ce qui lui aurait permis de montrer ses propres cheveux dans le rôle de la femme de chambre. D'un autre côté, Miss Carruthers, avec ses cheveux à la garçonne, pouvait facilement coiffer une perruque pour jouer son rôle. J'ose croire que vous n'aurez pas grand mal à découvrir de laquelle des deux il s'agit. Personnellement, j'inclinerais à pencher pour Miss Carruthers. Et en fait, mes chéris, c'était bel et bien là le fin mot de l'histoire. Carruthers, c'était un faux nom, mais elle était bel et bien la véritable coupable. Il y avait déjà eu des cas de folie dans sa famille. Madame Rhodes, qui conduisait sa voiture de manière aussi imprudente que dangereuse, avait écrasé sa fille, ce qui avait achevé de faire perdre la tête à la pauvre femme. Elle avait fort soigneusement dissimulé sa folie, si l'on accepte les lettres délirantes envoyées à sa future victime. Elle la suivait à la trace depuis quelque temps déjà, et avait très astucieusement établi ses plans. Le postiche et l'uniforme, elle s'en était débarrassée le lendemain matin, en les expédiant par la poste.
Sitôt accusée, elle s'est effondrée et a tout avoué. La malheureuse, maintenant, est enfermée à Broadmoor. Elle était folle alliée, bien sûr, mais elle n'en avait pas moins presque réussi le crime parfait. À quelque temps de là, M. Petrick est venu m'apporter une lettre charmante de M. Rhodes, si charmante que j'en ai rougi. Et puis il m'a demandé « J'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce qui a bien pu vous amener à penser que Caruthers faisait un coupable bien plus vraisemblable que Granby? Vous ne les aviez vus ni l'une ni l'autre. Ce sont les négations, rétorquai-je. Vous m'aviez dit qu'elle escamotait les négations. C'est le propre des basses classes, ainsi que celui des gens, hommes ou femmes, qui veulent donner dans le style sportif, voire viril, ses cheveux plaqués, ses vestons d'homme. Ces négations escamotées m'ont imposé l'image d'une femme qui jouait un rôle, et qui en rajoutait. Je vous tairai le commentaire de M. Petrick, mais il était fort élogieux et je n'ai pas pu m'empêcher de me rengorger. Ajouterai-je qu'il est extraordinaire de constater à quel point tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. M. Rhodes s'est remarié, il a épousé un amour de jeune fille, aussi belle qu'intelligente, et ils viennent d'avoir le plus adorable des bébés. Et je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000. Ils m'ont demandé d'être la marraine. N'est-ce pas exquis de leur part? Il me reste plus qu'à espérer, mes chéris, que votre vieille tante affectionnée ne vous a point trop importuné avec ses radotages. Fin.